Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagné de Victor pour cette Salut à tous. revue du tournoi en équipe des WCDPD, Mmh. des Pierres Dorées qui a eu lieu le 14 et 15 octobre. Comment vas-tu? Bah, super bien. Un peu malade, suite à ce tournoi, haut en couleurs, mais bien remis et très content d'avoir passé ce moment. Parfait. Alors, nous allons déjà faire un petit point sur où c'était, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'était le 14 et 15 octobre, en tournoi organisé par donc, le club des Pierres Dorées. Le tournoi s'est déroulé du coup sur 2 jours. C'était un tournoi en équipe de 4 et il y avait 8 équipes de 4. Mmh. À savoir que la particularité du tournoi, et c'est assez intéressant, on était scindés en 2 poules de 4. Et du coup, nous avons fait que 3 matchs. Et suite à ces 3 matchs, le meilleur de chaque poule s'affrontait pour la place finale, le gagnant du tournoi, sur le 4e match. Donc 2 matchs samedi, 2 matchs dimanche. Et les autres jouaient les places intermédiaires, 2e, 3e, 4e à chaque fois. C'est ça. Ça se fait beaucoup, dans les gros tournois aux États-Unis et surtout à 40K, je crois, où, ils ont un cut-off. Donc c'est-à-dire, en fait, vous avez, vos premiers matchs et ensuite, il y a que les meilleurs qui sont sélectionnés. Ils font encore, en gros, demi-finale, finale ou quart de finale, demi-finale, finale. Là, c'était un peu cet esprit-là. Bon, là, il y avait les 2e s'affronter, les 3e s'affronter, les 4e s'affronter et aussi, donc particularité, c'est qu'il y avait que 4 matchs. Donc on était large niveau temps. Exactement. On va dire que l'ambiance du tournoi était amicalement friendly. Je Mmh. C'est sais pas, accessible, ouais. voilà, accessible exactement. Il n'y avait pas. Si vous souhaitiez jouer avec la cloque, vous pouviez jouer avec la cloque, mais honnêtement, il n'y a pas eu de sanction de dépassement. Il y a des personnes qui ont beaucoup dépassé et ce n'était pas gênant en soi. Ça a vraiment permis, vu qu'on avait du temps, entre guillemets, de profiter de tous les matchs et C'est de ça. se préparer sur le match d'après. À savoir que vu qu'on était aussi en système de championnat, donc on connaissait les 3 équipes qu'on affrontait, chaque équipe avait la possibilité de se préparer donc pour affronter sur les scénarios qui étaient fournis aussi à l'avance pour toutes les parties, quoi. Donc ce qui permettait de ne pas partir à l'aveugle, entre guillemets, ce que certains tournois en équipe peuvent proposer quand vous êtes en ronde suisse, vu que vous ne connaissez que le premier adversaire, pas le second, et ainsi de suite. C'est ça. Ça permettait de se préparer. Après, on n'avait que les listes de notre poule. On n'avait pas celles des autres en face, pour une raison que j'ignore, mais bon, au final, pourquoi C'est pour le pas. fun. Mais c'est juste qu'à la fin, du coup, quand tu affrontes, tu affrontes forcément une équipe de l'autre poule, tu n'as pas leur liste. Donc tu es obligé d'aller voir, genre: «Salut les gars, vous pouvez nous passer vos listes, qu'on regarde un peu?» et cetera. Tu joues Un quoi? peu, ouais, c'est ça. Parce que s'ils disent non, bah, tu ne sais pas contre quoi tu perds, en fait, après. Donc c'est un peu étrange, mais bon, le principe était bien, en tout cas, je trouvais. L'intention était bonne, oui, exactement. À Mmh. savoir que le tournoi s'est déroulé en plus dans une salle, nouvelle salle de la ville, on va dire, de la Mmh. commune. Salle très moderne, il y avait de la place, on était franchement top. Moi, j'ai pas eu de soucis pour circuler autour de la table, j'ai pas eu de soucis pour interagir avec mon adversaire et j'étais pas gêné par les adversaires à côté de moi. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Ouais, on était 32 et je pense qu'ils avaient la place pour mettre 2 travées supplémentaires, donc monter à, je sais pas, 40 et quelques, 48 peut-être et il y aurait encore eu large la place pour circuler, ce genre de choses. Vraiment, Oui, très belle tout à salle. fait. Très bonnes Exactement. conditions. En plus, il y avait le parking, donc Ouais. de quoi se garer. Le tournoi comprenait aussi 2 repas, le samedi et le dimanche, plus tous les extras qui étaient proposés à côté. Donc vraiment, question organisation, c'était top. On a été bien reçus. Mmh. Et donc maintenant, nous allons plonger dans le dur du tournoi. Nous allons regarder le déroulement et qui a gagné. Donc, vous avez à l'écran le déroulement des rounds. Donc, comme je vous disais, round 1, round 2, round 3. Mmh. Et ensuite, la finale avec les équipes qui se sont affrontées. Donc, les gagnants du tournoi, c'est l'équipe AOSSE, donc de L'équipe de Saint-Etienne. Saint-Étienne, ouais, tout à fait. Exactement, qui ont fait, comme vous pouvez le voir, un très bon tournoi, car ils ont perdu aucun round, et souvent avec des victoires décisives. Sur le round 1, ils vont affronter du coup le RTS, donc c'était notre équipe à nous, C'est avec une ça. grosse victoire, 62-18. Sur le round 2, ils vont affronter du coup
NLO6, c'était pas un 0 de mémoire, avec une victoire plus réduite que contre nous, du coup 27-53. Et sur la ronde 3, ils vont affronter donc WCDPD, les organisateurs de l'événement, pour une belle victoire aussi, 65-15. Ce qui leur permet d'être propulsés du coup le dimanche en poule 1, en tête de poule 1, et du coup qui vont affronter les Gredins qui, de leur côté, ont gagné sur leur premier match 64-16, donc une grosse victoire. Sur leur deuxième match, ils vont faire un match nul, 40-40. Assez rare, honnêtement, sur des tournois en équipe de faire des draws, des matchs nuls. Et sur leur troisième match, ils vont faire une bonne victoire, 51-29. Ce qui fait que sur le déroulé du tournoi, si on doit mettre une pièce à la fin, on mettrait une pièce sur AOSSE, vu qu'ils ont tout gagné et que les autres ont fait un match nul. Entre guillemets. C'est ça. Sachant que dans la deuxième poule, du coup, il y a 2 équipes qui sont en 2 victoires et un match nul, avec les indicibles. Et c'est à la différence de points que les Gredins sont premiers. Exactement. Sachant que si vous regardez la poule, sur les indicibles, leur premier match, ils gagnent de 1 point, 39-41, ce qui fait que le delta, je pense, se fait vraiment à ce niveau-là, parce que en round 3, ils gagnent 55-25, alors que les Gredins gagnent 51-29. Donc, entre guillemets, ils récupèrent 5 points ici, mais malheureusement, ils avaient déjà trop de points de retard sur la première round, là où ils font que c'est ça. Pour en avoir parlé avec le capitaine des Indicibles, c'est en fait une erreur de leur part sur les pairings. Ils ont apparemment raté leur phase de pairing, donc l'association des match-ups. Et en fait, ça leur a apporté des matchs très compliqués qu'ils ont réussi à vaincre à l'arraché, mais en fait, ils se sont retrouvés piégés lors de la phase de préparation. D'accord. Donc, comme quoi, la préparation au niveau des pairings, des appareillements en français, est très importante, parce que vous allez pouvoir mettre dans des situations positives ou négatives vos joueurs ou vos adversaires. Et concernant aussi les scénarios qui étaient connus à l'avance, on pouvait des fois avoir, selon vos compositions de liste, que des compositions négatives. À savoir que c'était une volonté des organisateurs. Vous aviez la possibilité, quand vous faisiez votre roster, votre équipe, d'avoir soit un de chaque grande allégeance, soit une grande allégeance complète. Donc sur ça, vous n'avez pas de match. Sur les 4 armées, une de la Death, une de la Destruction, une de l'Order, une du Chaos, ou alors 4 du Chaos, 4 de la Death, etc. Tout à fait. Donc, maintenant que vous avez toutes les informations sur le déroulement, nous allons regarder un peu plus en détail les listes. Oui. Oui, et du coup, l'AOSSE, ils sont en full KO. Et les Gredins, je crois qu'ils sont en mixte. Les Gredins, oui, ils avaient un mix, un de chaque. Ouais. Hop, c'est bien ça. Comme quoi, il n'y a pas que des trucs trop pétés où il y a un certain équilibre quand même. Exactement. Donc, nous allons commencer par regarder les gagnants. Donc, l'AOSSE avec leur équipe full KO. Moi, je pense que dans ce type de format, en effet, les listes les plus puissantes, c'est soit un full KO, soit un mix. Je pense que le full order et le full death destruction sont un peu en dessous par rapport à à ce que peut proposer chaque grande allégeance, parce que notamment la grande allégeance de la mort ne possède pas de tir et on va dire a des mécaniques assez similaires de récursion, de petites wards, de choses comme ça, là où les autres allégeances, on peut trouver un peu de tout, quoi. Et aussi surtout que, alors pour l'Order et le Chaos, en fait, tu as 2 fois plus de factions que en Destruction et en Death. Donc après, ça dépend du jeu de l'équilibrage au moment T. Mais en termes de statistiques, tu as quand même plus de chances d'avoir des gros bras dans Death, dans KO et dans Order. Tout à fait. Et après, c'est vrai que si tu peux trouver un de chaque, et après ça dépend aussi surtout à ce niveau-là, parce qu'on n'est pas au championnat du monde, quoi, de qu'est-ce que tes joueurs ont comme armée, en fait. Exactement. Et qui joue quoi ? C'est la base de chaque constitution d'équipe, et c'est ce qui fait aussi le plaisir de jouer en tournoi pour chaque joueur. Allez, du coup, nous allons commencer donc par les listes de l'AOSSE. AOSSE, hop, petit truc, tac, 10, voilà.
Donc, le premier joueur que nous allons regarder, c'est Dame, donc Damien de l'association des mâles mouleux, qui joue Korn. Alors, à savoir que, pour avoir discuté avec lui, c'était la première fois qu'il jouait Korn, et du coup, il est parti sur une liste qu'on lui a proposée, et il a fait un complément avec son style de jeu à lui, avec quelques ajustements. On sait que Korn, aujourd'hui, est une armée qui performe très bien, qui gagne beaucoup de résultats, qui est très stable vis-à-vis de son plan de jeu et qui, du coup, arrive à se mettre dans des situations où il n'est jamais vraiment perdant, entre guillemets. Ça. Et puis, ils sont souvent des bons match-up contre tout ce qui est magicien, donc c'est un peu la saison aussi. Donc, ça les favorise pas mal aussi. Exactement. Donc, nous sommes dans la sous-faction Flayed. Sous-faction Flayed, je ne me rappelle plus ce qu'elle fait celle-là. Oui, et donc Dame, c'est un joueur qui est à la base un joueur plutôt Death. C'est ça. Et également Cities of Sigmar, parce que c'est celui qui a fait la review avec toi de Cities of Sigmar sur la chaîne. Abonnez-vous. Exactement. Hop, attendez, excusez-moi, je close ça. Voilà. Les pubs de merde. Donc il est en Flayed, c'est-à-dire que c'est la sous-faction qui lui donne une ward à 5 sur ses Bloodbound, donc c'est mortel, unité mortelle, une fois qu'elles se sont activées à la phase de combat. C'est ça. Comme il a une grosse unité de Blood Warrior, c'est en fait le combo qu'il veut faire, c'est activer ses Blood Warriors, et du coup derrière ils sont en save à 2, voire en save à 1, ce qui peut mettre une prière pour lui donner plus un save, plus l'ordre défense en règle. Et après, son ward à 5. Et ensuite, il peut encore les rallier à 4 avec un petit totem personnage qui met bien derrière et qui lance ses ordres à 18 parce qu'il est totem. Exactement. Donc, sur le bloc de Blood Warrior, c'est difficile à tomber. Exactement. Donc, sa liste se compose, comme tu dis, donc il est Flayed. Sa grande stratégie, c'était Slaughter of Sorcery. Donc, ça, c'est tuer tous les magiciens de la carte. Voilà, exactement. Ce qui peut, je pense, être difficile dans certains match-ups. Mais contre beaucoup d'armées, tu n'as pas non plus 60 sorciers par roster. Et que là, on était en équipe, on pouvait périr. Voilà, tout à fait. On est en équipe et donc du coup, on n'a pas le droit d'avoir 2 fois la même grande stratégie. Donc parfois, ça peut jouer. Exactement. Donc, sa liste est composée d'un Blood Secretor. Donc, comme tu disais, le Blood Secretor, c'est le porte-étendard qui donne du coup le rallye à 4 sur les mortels. Et une fois par partie, il peut donner plus d'une attaque sur toute la carte à toutes les unités Blade of Corn. Ouais. On voit qu'il est équipé du Nullstone Abandon, là, le Touch of Nullstone, qui fait que quand vous allez lancer des sorts sur un double 1, double 2, double 3, vous faites un miscast. Une fois par bataille. Une fois par bataille, oui. Ouais, c'est ça, exactement. Avec lui, du coup, il a un Blood Sorcerer Fury. Donc, celui-là, on voit beaucoup en corne. Il est très stable. C'est celui-là qui fait une bulle de -1 touche à 8 pas, qui peut faire des blessures mortelles, mais surtout qui a la capacité très intéressante de donner à une autre unité Blade of Corn qui n'est pas un héros, charge à 3d6. Donc, ça vous donne une grosse projection. Ce n'est pas un ordre, c'est juste une capacité. Donc, ce n'est pas contrable. Il est du coup général. Il a le trait de commandement Firebrand. Il devient prêtre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est souvent ce qu'on voit sur ça. Donc, il devient prêtre. Il connaît une prière de plus, qui vous fait un prêtre de plus, et la capacité d'avoir un prêtre tanky combattant qui se déplace bien. L'artefact qu'il a, c'est Mark of the Blood Reaper. Souvent, on voit les Blood Sorcerers qui ont l'artefact anti-ward. Là, il a fait le choix de prendre l'autre, qui fait... Je sais plus ce qu'il fait exactement, mais il avait ce choix-là parce qu'il disait qu'en fait, il voulait pas l'envoyer au corps à corps trop rapidement. Et il avait en fait, comme il n'a pas une expertise sur sa liste en termes de pratique, il voulait la jouer plutôt safe, plutôt contrôle, plutôt tempo. C'est ça. Et en fait, un Blood Sorcerer, c'est vrai que ça, quand il arrive au corps à corps, donc à 8 des unités ennemies, il perd sa ward, et donc du coup, ça reste un mec qui a 16 PV, je crois, en save à 4, c'est assez fragile. Et l'artefact, du coup, ça lui donne au porteur une ward à 4 contre les blessures mortelles. Donc, ce qui le rend, du coup, plus tanky. Ouais. La prière qu'il a choisi de prendre, c'est Killer Instinct. Donc, ça permet de bouger en phase de héros, de faire un mouvement en phase de héros. Donc, très pratique pour bouger votre armée. Ensuite, il a un Ringor Ritualist. Donc, ça, c'est le nouveau petit héros qui permet de sanctifier un terrain ou un objectif pour donner plus un touche. Et la prière qu'il connaît, c'est la peau des reins, le plus un save, exactement. Et pour finir, un Slaughter Priest. Donc, le Slaughter Priest, c'est le prêtre
humain standard qui a la prière de base des 6 blessures mortelles. Et là, en plus, il a le Blood Sacrifice. Donc, pour un des 3 blessures mortelles, vous faites un point d'invocation, un point de dîme, C'est qu'on ça. retrouve dans quasiment tous les rosters. Et il peut aussi tenter de dispel, Oui, comme un sorcier. exactement. Et du coup, pour accompagner tout ce beau monde, nous avons, comme tu l'as dit, un pack de 20 Blood Warriors. Donc, les Blood Warriors, c'est les guerriers du chaos de cornes à pied. Ça tape pas très bien. Aujourd'hui, la difficulté qu'ils ont quand vous les jouez par 20, c'est qu'ils ne tapent pas sur 2 rangs. Donc, vous en avez beaucoup qui tapent pas. Cependant, ils sont en save à 3 de base. Si vous passez votre prière Podérin en save à 2, défense en règle en save à 1. Et dans cette sous-faction, une fois qu'ils sont activés, ils ont une ward à 5. Donc, ça reste très, très tanky. Sachant que vous les ralliez sur du 4+. Et à côté, il y a du coup les Claws of Karnak. Donc ça, c'est la bande Warcry qui est un pré-move, très pratique. Oui. Et qui bouge de 8, je crois aussi. Donc ouais, c'est possible. C'est Et pour finir, nous avons 3x5 Flash Hound. Donc les Flash Hound, c'est les lignes pas chères. Ça bouge bien, ça prend les objets, ça meurt. Donc c'est pratique pour faire de la dîme. Et en plus, ça peut dissiper. C'est pas mal. Ça a plus 2 à la charge. Donc ça charge stable. Ça a plus de la charge et surtout, en fait, le fait que ça dissipe, c'est assez fort parce que t'as pas en fait, sur certains scénarios, la tactique de base à faire au premier tour, c'est faire un sort censé dissiper. Donc, tu mets tes sorciers très loin et le mec ne peut pas le dissiper. Mais en fait, en mettant t'as le choix, du coup, où tu mets tes sorciers en bord de ton territoire pour essayer de dispel les mecs en face, ou alors là, grâce à ça, tu as juste un cordon que de toute façon tu aurais mis devant et en plus qui peut l'embêter pour cette tactique. Vachement bien. Tout à fait, tout à fait. Et ça a beaucoup d'attaques aussi. Pour un cordon. C'est possible. Oui, 4 attaques, je crois, 3 attaques. 4 attaques par tête, c'est pas mal. Et pour finir, ça c'est la petite subtilité qu'on ne voit pas souvent, nous avons 10 Chosen, 10 élus du chaos, du coup en marque de corne en coalition. Voilà, donc ça j'en ai jamais vu dans des listes. Moi je les joue en Slave to Darkness en marque de Slanesh qui ont course et charge, qui leur permet d'avoir de la projection. Là je pense que c'est une unité qui est plus lente parce qu'elle bouge que de 5 et elle ne bénéficie pas des bonus que peut offrir Korn. Voilà, donc je sais pas exactement comment ça s'est passé dans ces parties, est-ce qu'ils ont été top ou pas. En tout cas, s'il arrive à les faire venir au corps à corps, on est sur 30 patates, 3-3 moins 1-2. Ça cogne bien. On en reparlera, ouais. Et pour finir, les skulls. Donc les skulls, c'est la prière persistante, les 2 crânes qui font moins 2 au lancement de sort pour les sorciers qui sont autour. Et en plus de ça, si tu fais un 8, quand tu fais ton sort, c'est annulé, tu te prends des CBM et c'est super chiant, quoi. Tu peux jamais l'enlever. Voilà, c'est ça. C'est un bon outil que possède l'armée pour augmenter sa force contre les sorciers. C'est ça. Et donc dans tout ça, nous avons donc 2 battle régiments pour limiter la pause à 2 pauses. On a souvent des cornes qui font le choix d'aller chercher un artefact, une optimisation supplémentaire pour aller chercher 2 prières sur chaque prêtre. Car Korn possède beaucoup de bonnes prières. Là, c'est pas le choix. Il a fait le choix de limiter ses pauses. Voilà. Pour 1960 points. Donc, très belle liste de sa part. Félicitations pour son tournoi. La deuxième liste que nous avons regardée, du coup, c'est King Kong. King Kong qui va jouer, du coup, en Mag King of Nurgle. Il est dans la faction Blefalling Host qui passe les bêtes de Nurgle en ligne et qui, en plus, permet d'avoir un deuxième terrain. Deuxième arbre, ouais. Voilà. En fait, générer plus de points d'invocation. Exactement. Sa grande stratégie, c'est Tend the Garden. On la voit pas trop en Nurgle parce qu'en fait, elle vous demande qu'à la fin de la partie, vous ayez un arbre qui soit invoqué entièrement dans le territoire de l'adversaire. Donc les points d'invocation, vous allez les avoir, mais ce qui peut être plus délicat, c'est de projeter un héros pour le mettre dans le territoire adverse, l'arbre qui soit pas détruit et tout. C'est un peu compliqué, mais dans certaines conditions, ça doit se faire. Voilà. Sa liste se compose donc d'un GUO, un classique entre guillemets dans beaucoup de listes Nurgle. Selon la méta aujourd'hui, c'est vrai que on en voit un petit peu moins dernièrement. Le GUO, du coup, il a le trait de commandement Nurgling Infestation qui fait -1 touche ou -1 bless, je sais plus, en zone de mémoire. Hop, je vais vous dire ça tout de suite. -1 touche. -1 touche, c'est ça. Et plus un touche pour les Nurgling à côté, mais bon, c'est pas...
pas très pertinent pour ça. C'est ça. Ensuite, il a l'artefact qui lui permet. Whichever Stave, c'est quoi ça déjà? Je l'avais appris tout à l'heure, j'ai déjà oublié. C'est plus simple pour les jets de maladies autour de lui, en fait. En fait, à la fin de la phase de bravoure, Oui, à avec cette Nurgle, vous avez accumulé des jetons maladie et tout pète après votre jet de bravoure, ou avant, je sais plus. Avant votre jet de bravoure, je crois, parce que ça compte dedans. Et donc là, normalement, c'est sur un 4+, voire sur un 3+, sur un tour avec la roue. Et là, du coup, ce sera encore avec un plus. C'est ça, mais à 7 pas. Donc ça demande quand même de exposer votre GUO, mais ça peut se faire. Ça tombe bien parce que c'est extrêmement tanké ce truc. Oui, c'est ça. Et en plus, pour finir, il a le sort Flaming Weapon. Donc là, dans la construction de liste, déjà, on peut comprendre que le GUO va avec le -1 touche, plus le staff qui met de la blessure, qui augmente les blessures mortelles à la maladie, et le Flaming Weapon. Normalement, le GUO va aller se battre. Oui, on sent qu'il n'est pas là pour planter des patates. Il n'est pas là pour faire jardinier, non? Non, c'est ça. En deuxième héros, nous avons un Glot King. Donc le Glot King avec la baisse en points et on va dire la nouvelle tactique bataille donnée à Nurgle. On en voit beaucoup dans beaucoup de listes. Il est la pièce centrale des constructions. Aujourd'hui, on voit souvent un Glot King avec soit les trois gros héros montés là. Ouais, voilà, c'est ça. Soit avec plein de bêtes et des petits héros. Là, aussi. Ouais, là, il a fait le choix de King Kong de jouer un GEO et un Glot King. Il aime les grosses pièces, on se voit. C'est ça. Et le Glot King, la particularité qu'il a, c'est qu'en fait, quand vous rentrez dans ses 12 pas à lui, il est en capacité d'utiliser un ordre qui lui est propre pour donner une charge en fin de phase de mouvement à lui-même. Et du coup, il va pouvoir le donner, vu qu'il est, qu'on appelle ça, War Master ou Totem, à une autre unité à 18 pas de lui-même. Ce qui fait que vous allez vous retrouver, entre guillemets, loqué, votre plan de jeu va être bloqué. Parce que c'est à votre phase de mouvement. Voilà, c'est ça, par ça. Donc c'est une pièce qui fait peur parce que ça demande de réfléchir à tous vos positionnements, ne pas rentrer dans cette bulle de 12. Généralement, on le pose au centre de la carte, entouré de ces écrans, et vous allez vous prendre en contre-charge des unités qui sont très puissantes, très létales, ou pas du tout, comme peut être des Plague Bearers, mais par contre, vous allez être engagé avec eux, vous allez prendre de la maladie, vous allez perdre votre phase de charge, si vous avez des bonus de la charge, vous allez perdre, si vous devez rentrer sur un objectif, l'objectif. Et là, avec des bêtes de Nurgle, les bêtes de Nurgle font des blessures mortelles quand elles chargent et quand elles retreat. Et elles ont retreat et charge et course et charge. Donc l'idée, c'est de vous mettre des blessures mortelles, à savoir que les blessures mortelles faites par les bêtes de Nurgle, ce n'est pas une unité, c'est toutes les unités à un pas. Donc vous pouvez vraiment... c'est très chiant de jouer contre Imprimé. Et surtout, pourquoi c'est très chiant, c'est parce qu'il est accompagné de son petit copain, le Sloppity, qui fait faire des cauchemars à tous ceux qui l'affrontent. Enfin, si tu peux pas le gérer à distance. Et en gros, c'est donc un héros qui peut choisir une stance à la phase de combat, et tu ne peux pas, quand tu entièrement à 14 pouces, je crois. Les démons entièrement à 14 degrés. Ça, tu ne peux pas piling en... Enfin, tu n'as pas le droit de t'approcher d'une unité à laquelle tu es déjà engagé. C'est ça. Donc tu peux strafe tout autour pour aller engager une unité avec laquelle tu étais à plus de 3 pouces, mais tu ne peux pas te rapprocher de l'unité à laquelle tu étais. Et du coup, c'est très fort avec les Plague Bearers, parce que les Plague Bearers, en chargeant, etc., peuvent arriver dans les 3 pouces de plusieurs de tes unités, mais ils n'ont besoin que de finir à 0,5 d'une seule de tes unités, et du coup, ils peuvent se mettre à 2,9 de toutes les autres. Ça les engage, tu ne peux plus bouger avec, tu ne peux plus charger avec, tu ne peux rien faire avec. Tu peux retreat, mais du coup, tu perds ta phase de combat ou de tir, et eux, ils s'en foutent, ils ne sont pas là pour taper, ils sont là juste pour te bloquer. Alors, c'est sûr que les Plague Bearers, avec une attaque en 4+, 3+, sans reine des gains, ça tape pas, mais par contre, en effet, c'est des unités de contrôle à 2 PV, en Ward à 5, qui peuvent monter en 3 PV, exactement. Donc, une liste contrôle, une liste puissante, une liste intéressante avec le Glot King et le GUO, donc ça fait quand même 2 grosses pièces, et beaucoup de bêtes. Peut-être que la grande strat peut être difficile à maîtriser, je ne sais pas si King Kong maîtrisait très bien sa liste. En tout cas, en effet, ça s'est bien passé vu qu'ils finissent premier du tournoi. Donc comme tu as dit, il a le Sloppity en 3e héros, donc qui peut soit donner des blessures mortelles sur des 6 à la blesse, soit d'empêcher le piling
en vous rapprochant des démons entièrement à 14, et du coup, il n'y a que des démons, donc on ne peut pas se rapprocher des unités. C'est ça. Donc, Deep Lake Mirror qui vous permettent de faire un écran pour protéger le Glood King, c'est très bien. Les Nurglings, vous les mettez en FEP et en fait, ils vont vous permettre de générer des points d'invocation. Et en plus de ça, les Nurglings, ça fait toujours chier d'avoir une petite unité qui se balade dans votre cul, qui peut reprendre un objectif, ou éventuellement tuer un petit héros qui zone. Et pour Oui, parce que les finir, Nurglings, si tu ne tues pas entièrement un... Donc les socles ont 4 PV chacun ou 5 PV chacun, voire la 5. Et si tu ne tues pas entièrement un socle, il regagne tous ses points de vie à la fin du tour. c'est ça, Donc en exactement. fait, c'est vraiment gênant. Exactement. Et pour finir, il a 6 bêtes de Nurgle. Donc les bêtes de Nurgle, comme on disait, course et charge, retreat et charge, ça fait des blessures mortelles quand ça charge, ça fait des blessures mortelles quand ça retreat. Donc vous spammez la table avec ça. Ça fait L'armée... plus mal que ce qu'on pense. Hein. Oui, ça fait beaucoup de cheap dommages, mais multipliés. L'armée peut peut-être manquer un peu de prise de table. Du coup, le pairing dans les, comment ça s'appelle, les scénarios est très important, je pense, pour cette liste. Mais par contre, vous n'avez pas en soi de match-up négatif, quoi, comme ça, je ne vois pas des masses. Parce que bah, votre plan de jeu est plutôt simple, c'est vous mettre le Glood King au centre, faire vos auras, vos contre-charges et scorer vos points, quoi. Mm. Et donc, pour finir, il a pris un pendulum. Donc, je sais pas trop qu'est-ce que le pendulum vient faire là-dedans, mais en tout cas, ça peut rajouter un peu de blessure mortelle, peut-être faire la tactique, tuer quelque chose avec un sort et de la magie. Ouais. Pourquoi pas. Et lui aussi, il a fait le choix d'être en 2 pauses, avec 2 batailles, 3 pauses. Il y a 2 batailles régiment, mais il aurait pu descendre à 2 pauses s'il avait mis une bête de l'autre côté. Non, je pense qu'il était en 2 pauses. Hein. C'est une erreur de sa part, je pense. Peut-être. En tout cas, Et sur le papier. pendant le tournoi, je pense qu'il était en 2 pauses. En tout cas, sur le papier, c'est ce qui est écrit. Voilà. Donc, félicitations à King Kong pour son beau tournoi et sa liste très créative. Nous allons pouvoir passer du coup à la 3e liste. On peut dire quand même que Nurgle, ça revient très fort Actuellement, oui. depuis la baisse de points de Glood King. Et la tactique de bataille qui permet aussi d'augmenter un peu les trucs. Aussi. C'est bon petit cadeau. Le 3e joueur, nous avons Scarp, donc de Team RSSE, qui lui va jouer en Slave to Darkness, un Knight of the Empty Throne. Donc Knight of the Empty Throne, ça vous débloque la course et charge sur toutes les unités montées. Donc ce qui est pratique parce que la cavalerie bougeant de 10, bah, vous pouvez maintenant augmenter à 11 à 16, entre guillemets. C'est une super règle. Oui, tout à fait. C'est une règle que beaucoup d'armées aimeraient avoir. Ça fait du bien. Et c'est pour ça que Sylvanet va le gagner avec la nouvelle figurine qui arrive. Et je pense que ça va permettre de modifier le gameplay de Sylvanet de manière positive. Pour continuer, Knight of the Empty Throne, ça vous permet aussi de désigner une figurine Varangard pour devenir seigneur de guerre. Cependant, ce dernier n'aura pas de trait de commandement et ne porte pas le mot-clé héros. Donc il ne peut pas faire d'action héroïque et il ne peut pas interagir avec ces règles-là, même s'il est seigneur de guerre. En grande stratégie, il a Overshadow, donc ça va augmenter. Et il permet de faire un rallye sur les 5+. De 5+ sur les Vanguard, c'est quand même oui, une règle importante. Très très bien. Exactement. Il a Overshadow, donc Overshadow, ça vous permet de, ça vous demande de tuer toutes les lignes adverses et d'en avoir une à la fin de vous. Et ce qui est bien, c'est que votre Vanguard qui est seigneur de guerre est ligne, et donc normalement, vu qu'il rallie sur du 5+, ses potes, il arrive à rester en vie, donc vous pouvez la scorer. C'est le plan. Exactement. Donc sa liste se compose donc de 6 Vanguard, donc un pack de 6 qui est désigné avec une figurine qui est le seigneur de guerre. Et lui, il a fait le choix de les jouer en lance, ce pack-là, c'est ça. Market Corn. Donc, Market Corn en Slave to Darkness, ça fait quand vous réussissez votre charge, vous avez plus une attaque sur tous les profils d'armes. Donc, les Vanguard vont bénéficier sur les lances et sur les poneys. Les lances étant 3 attaques, vous allez passer à 4 attaques, ce qui augmente beaucoup l'output de dégâts. Oui. Sachant que les lances à la charge sont Reine -3, dégâts 2, comme des cœurs notes faux. Et avec la cohésion de 6, maintenant, vous pouvez tous les faire taper. Ensuite, il a un Chaos Sorcerer Lord, donc ça c'est le petit sorcier à pied qui lui a le sort plus un touche plus un blesse, très pratique pour rendre fiable vos unités de Vanguard. Voilà, exactement. Il a choisi de le mettre en marque de Nurgle, donc marque de Nurgle c'est -1 sur les jets de blessure des attaques qui le ciblent au corps à corps, ce qui permet de le rendre plus torqué. Il a pris le sort Merciless Blizzard, donc le sort de la glace du domaine de saison qui permet sur un lancement de 12 de faire 4 des blessures mortelles. Ce qui est un excellent sort défensif parce qu'il faut que vous n'ayez pas bougé à cette phase où, à ce tour-ci, où avoir été téléporté.
Et du coup, c'est quand quelqu'un veut vous agresser, arrive dans vos 12 pouces, vous avez une réponse le tour juste après, quoi. Tout à fait. Et il a choisi le Chaos Familiar. Donc le Chaos Familiar, un artefact, ça vous permet une fois par partie de lancer un sort supplémentaire et d'aller chercher surtout le sort que vous souhaitez dans le domaine des STD. Donc c'est pas mal pour aller chercher éventuellement une charge à 3d6, un chaos des dieux ou autre chose. Hein. Mais voilà, c'est surtout les deux sorts importants du domaine. Et pour finir les héros, du coup, il a un deuxième Chaos Sorcerer, pareil en Nurgle, et lui, il connaît le sort charge à 3d6. L'intérêt des Chaos Sorcerers, c'est qu'ils peuvent mettre aux mortels seulement, donc là, il n'y a que des mortels, une ward à 6. Donc vous avez des Varanguard qui sont en 5 PV, save à 3, le pack, l'unité, quoi, figurine de base, ouais. de base, et qui a une ward à 4 contre les blessures mortelles. Donc là, vous les renforcez avec cette ward-là, qui n'est pas un sort, c'est une capacité. Donc vous avez 30 PV sur un pack de 6 en save à 3, et qui va se retrouver en ward à 6 et ward à 4 contre les blessures mortelles. Et qui serait lié à 5. Et qui serait lié à 5, exactement. Du coup, ça fait un pack très tanky. Et bien sûr, souvent, on avait l'habitude de voir 12 Varanguard sur les listes STD. Et avec la baisse en points sur la dernière fac des Slave to Darkness, et ben maintenant, vous avez la possibilité d'en mettre 18. C'est ça. Une première. Donc là... On ne sait pas bien pourquoi ils ont perdu des points de Vanguard, parce qu'ils étaient très joués en plus. Oui, mais oui. En tout cas, Scrat a apprécié le cadeau et l'a mis à profit très rapidement. Exactement. Donc là, lui, il va jouer donc 3 packs de 6 Varanguard, donc un qui est en full lance, un qui est en full épée et un qui est en mix épée et lance. Donc les lances, quand vous chargez, vous passez en raid-3, dégâts 2, plus un bless. Et les épées ont la capacité de faire une blessure mortelle à la touche sur les 6 en addition et son dégât D3 avec une reine que de -1. Donc j'imagine que le mix lui permet de répondre à toutes sortes de situations, si jamais il y a besoin de létalité ou pas. Et à noter... Là, c'est sur le pack de Nurgle. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour... il sait qu'il va se faire engluer, mais c'est le but aussi. Voilà, c'est-à-dire que l'unité de Nurgle qui donne -1 blaze, en fait, vous avez une petite Varanguard qui combat moins bien, mais c'est des knights améliorés. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Et pour finir, il a pris 9 Corvus Cavales. Donc les Corvus Cavales, vous les mettez en FEP et ça doit arriver sur les terrains à plus de 9 des adversaires. C'est pratique pour aller piquer un objectif, pour préparer une tactique, les coins, quoi que ce soit. Et ça vous fait une battle line aussi, qui pour votre grande stat, peut aider. Ouais. Exactement. Exactement. Une très belle liste. Une liste par contre qui est Alpha Strike, on va dire. Hein. C'est pour ça qu'il est en one drop. Il a fait le choix du Battle Régiment car il n'y a pas d'écran. Hein. Les Corvus Cavales. Ça joue l'attrition. Hein, voilà, les Corvus Cavales sont en FEP et le reste, c'est à course et charge. Toute l'armée course et charge et rentre dedans. Quoi. Et sachant que, on se rappelle, au championnat du monde, c'était les listes double Varanguard qui étaient beaucoup jouées. Donc imaginez à triple Varanguard ce que ça peut faire. Exactement. Je pense que la difficulté de pérer ce genre de liste, c'est qu'il ne faut pas mettre sur quelque chose de très contrôle qui vous englue, qui vous empêche de jouer, style Nurgle ou Soulblight. Mais par contre, contre d'autres match-ups, ça doit faire des gros trous. Quoi. Et aussi, l'autre problème de cette liste, c'est ça gère mal les écrans. Parce qu'en fait, les Vanguard ont une reach. En fait, les Vanguard peuvent s'activer 2 fois, une fois par bataille, mais ils s'activent la deuxième fois à la prochaine activation d'une unité. Donc en gros, l'adversaire a le temps d'activer une unité entre-temps. Et en fait, du coup, ils arrivent, ils défoncent votre écran large, mais derrière, ils doivent laisser l'adversaire s'activer, et du coup, ça peut être un problème. Oui, si vous avez respecté le spacing en mettant un écran et votre unité létale à 2 pouces derrière, 2,5 pouces, entre guillemets, vu que les Vanguard tapent en 2 de portée, du coup, ils ne peuvent pas taper ce qui est derrière. Par contre, vous pouvez vous activer et venir frapper dessus. C'est ça. C'est un peu technique, mais c'est une faiblesse de la liste. Tout à fait. Tout à fait. Et bien écoutez, félicitations à lui pour son très beau tournoi. Et je pense qu'il a fait des très gros scores, si je me souviens bien en plus. Donc, oui, on pourra jeter un œil à la fin dessus, mais il me semble qu'il y a eu des beaux 20-0. Et pour finir, du coup, nous avons Mortu qui lui va jouer en Tzeentch. Donc Tzeentch, on sait que c'est une armée qui est très stable, pour faire simple. Ouais. Vous n'avez pas besoin de votre adversaire, entre guillemets, pour interagir, pour faire votre plan de jeu. Vous avez des tactiques de bataille qui sont faciles, une grande strat qui est facile.
Et donc, c'est une armée qui score très bien et qui, en plus de ça, propose quand même beaucoup de difficultés à de nombreuses armées. Certaines armées peuvent le gérer, mais beaucoup d'armées aujourd'hui ont du mal à gérer ça. Du coup, qu'est-ce qui nous joue Vraiment, on a Morton? beaucoup dit que Zinch avait un peu plus de mal dans cette saison parce que les dés de primaire permettent de dispel très fort et plus facilement. Mais n'empêche qu'on voit qu'il s'en est pas trop mal sorti quand même. Non, non, tout à fait. Mais c'est un peu plus compliqué pour lui quand même. Du coup, il est en Guild of Summoner. Donc, Guild of Summoner, ça vous oblige à invoquer que des ducs du changement. Le premier duc est à 9 points d'invoque, le deuxième 18, et ensuite 18, 18, 18, 18. Donc, votre but, c'est d'invoquer tous les tours un piaf, et ce qui est normalement faisable. Sa grande strat, c'est Master of Destiny. Ça lui demande à la fin de la partie d'avoir 9 points en valeur de dés du destin. Vu que vous les roulez en début de partie, bah, vous les mettez de côté et c'est déjà fait. Et si vraiment vous en avez besoin, vous pouvez piquer dedans et vous perdez 3 points. Mais c'est pas la mort non plus, sachant que vous avez souvent des mécanismes pour en remonter d'autres. Et donc Sally se compose d'un Cursling avec du coup Arcane Suggestion et Shield of Fate, parce qu'il va faire le choix d'augmenter avec son optimisation, de Avec un prendre bataillon Warlord ou voilà, un sort voilà. supplémentaire sur tous ces sorciers. Je vais pas vous détailler toute la liste parce que déjà je connais pas très bien de Cinch et en plus de ça c'est beaucoup de petits trucs. L'idée de toute façon ça va être de lancer un maximum de sorts. Ensuite il a un Ogroïde Thaumaturge avec Rupture et Orfrost. Donc Orfrost, bah, on connaît le fait de modifier la valeur de comment ça s'appelle, de touche De de statistiques. bless, voilà exactement, ou de rend. Touche de ou de performance. Performance en armure, ouais. C'est ça. Donc sur des pings, quand vous commencez à mettre de la reine -3 ou de la touche à 2, bah, c'est pas mal du tout. Et rupture, bah, ça permet de gérer tout ce qui va être sort persistant adverse ou Crown Spine. Et ça a également, donc l'Ogroïde a également un sort qui fait Décibm à 18 pouces, qui est très bien. Tout à fait. C'est un sorcier de niveau 1, si je me souviens bien. Je sais plus, c'est possible. Ensuite, il a Kéros, donc Kéros qui connaît tout le domaine et qui est donc la version nommée du Duc du Changement. Donc le Duc du Changement, on sait qu'il donne un +1 au lancement de sorts entièrement à 12, je crois, en bulle. Lui, il a la capacité que quand il jette ses sorts, le dé le plus petit devient le dé le plus fort. Et donc, ça lui permet d'être très stable, de passer toute sa magie facilement. Il vous donne également un dé du destin à chacun de vos débuts de tour. Et c'est un sorcier de niveau 3, donc ça rigole pas. Donc c'est un très bon... Enfin, stable, on le voit tout le temps, en fait. Oui, oui, c'est ça. Ensuite, il y a un Magister donc, qui lui connaît Merciless Blizzard et Shield of Fate. Donc Shield of Fate, je crois que c'est un Ward à 5 de mémoire. Oui, c'est ça. Et pour finir, il y a un Flux Master sur disque, donc lui qui a beaucoup plus de portée, entre guillemets, que les autres qui sont à pied, qui est le général, et du coup qui a le commande trait et l'artefact. L'artefact, je crois que ça lui permet, ou c'est le commande trait. Non, le commande trait, c'est quand il fait un double, il génère 2 points sur son. La première fois qu'il le fait. Qu'il le fait 2 points d'invoque, et l'artefact, ça lui permet de, quand il utilise des dés du destin, sur un 5+, d'en recréer un autre. Tout à Donc fait. vous recyclez vos points du destin. Avec Bolt of Cinch, je crois que c'est des cibles sur mortels. Et Treason of Cinch, je crois que c'est tu jettes autant de dés que ta figurine. Et sur un 6, c'est des blessures mortelles, un truc comme ça. C'est ça. Voilà. À savoir que par contre, ce qui est subtil dans cette sous-faction, entre guillemets, c'est que vos invocations, vous ne pouvez les faire que autour des héros qui ont le mot-clé. Et le mot-clé, c'est les héros, pas démons, Mortel. mais mortels qui l'ont. Donc si jamais vous tuez les héros mortels, votre adversaire ne pourra plus invoquer de démons Et là, on majeurs. voit que c'est une liste bien écrite parce qu'il y a quand même 3 héros mortels, c'est pas facile à aller chercher. Tout à fait. En unité de ligne, du coup, il a des Kerig. Donc le Kerig, ça vous fait des petits écrans, ça peut bloquer des faits en les mettant derrière. Ils ont un petit sort qui leur permet d'augmenter leur rend sur leur tir de mémoire. Rien d'exceptionnel, mais ça fait quand même un sort de plus. Ah non, Demon Spark, c'est tu gagnes tout de suite 3 dés d'invocation. D'accord, et c'est quoi le truc qui permet de remonter? C'est l'artefact qui fait recycler les... Ah oui, d'accord, oui, donc non, c'est pas le trait de commandement, je me suis trompé. Okay. Mais le trait de commandement, c'est tu l'utilises une fois par bataille et ça te donne 3 points d'invocation. C'est ça, ce qui vous permet au tour 1 d'atteindre facilement vos 9. Ouais, c'est ça, pour invoquer un duc.
Du coup, voilà, donc les clérics, ça sert à ça. Et ensuite, il a 2 fois 10 pings. Donc, les pings, bah, c'est l'unité qui fait beaucoup parler AOS depuis la V3, entre guillemets, qui ont toujours eu du mal un peu à être costées, parce que ce sont des unités qui, à chaque fois que vous les tuez, vont se diviser pour faire d'autres, des blues et ensuite des brimes. Et C'est du ça. coup, c'est une unité qui a un pack de 10, c'est 50 points de vie, je crois. Oui, c'est ça. Et la difficulté, c'est qu'en fait, l'unité est considérée comme ayant une perte quand vous enlevez les brimes. Donc en fait, vous enlevez les brimes techniquement, Il y a 30 PV déjà qui sont passés. voilà, toujours plus tard. Et donc en fait, vous faites jamais de test de morale et il n'y a pas de fuite et s'il n'y a pas ça, donc c'est très Et vous compliqué. pouvez les mettre en Ward à 5, c'est surtout ça aussi. Voilà. Et sachant que les démons, avec le locus de Tsinch, ont moins un touche Moins un pour être touché, ouais. quand ils sont à 12 pas d'un démon majeur. Donc, D'un démon, juste un démon. Ah oui, d'un démon, bah, juste d'un démon. Ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir des packs de ping qui sont donc difficiles à tomber, avec une ward à 5, un moins un touche. Vraiment, ça casse nos statistiques. C'est très très fort. Mm. Et pour finir, nous avons un classique Endless Spell, donc le simulacre, le portail et le maelstrom. Donc, un des Endless Spells, vous pouvez l'envoyer avant la partie. Automatiquement, oui. Un Endless Spell de Zinch, pardon. Donc, ce sera le simulacrum. Donc, ça vous fait en plus un dé d'invocation. Et après, le spell portal, c'est parce que ça a toujours été, c'est pour permettre de l'envoyer loin. Je pense qu'il envoie le maelstrom directement. Je suis pas sûr. Ce qui est bien avec le spell portal, en fait, c'est que vous êtes en capacité d'utiliser vos sorts qui ont une portée en moyenne que de 18. Donc, au T1, vous pouvez pas normalement cibler l'adversaire si vous prenez le début. Cependant, grâce au portail, vous allez augmenter votre portée, pouvoir cibler l'unité. Et en fait, dans le portail, vous pouvez lancer qu'un seul sort. Et en plus, vous avez le droit de faire déplacer un sort persistant. Donc, l'idée, c'est que vous posez votre portail. Ça vous fait déjà un sort de plus parce qu'il faut lancer des sorts. Vous lancez votre maelstrom se charge, votre maelstrom passe dans le portail, et ensuite, maelstrom explose exactement, ce qui est très fort. Et le simulacre, vous le lancez en début de partie automatiquement. Ça fait des blessures mortelles, c'est très chiant aussi. Et c'est une grosse base aussi pour gêner l'adversaire dans ces mouvements. Ouais, exactement. Exactement. Et pour finir, donc il a choisi prendre le bataillon d'Ariane Acolyte qui lui permet donc de générer sur un 3+ à chaque phase de héros un dé de magie supplémentaire, ce qui est très fort de base quand vous pouvez vous le permettre parce que vous fiabilisez votre magie. Et Tsinch base la grande majorité de son plan sur la magie. Et d'avoir aussi un Warlock pour réduire son nombre pour aller chercher l'optimisation supplémentaire. Ouais. Ce qui fait qu'il se retrouve sur 8 pauses. Donc une liste contrôle qui joue tout seul, qui fait ses tactiques, qui score. Il est safe derrière ses pinks, donc il peut se permettre de se prendre une alpha, il peut se permettre de jouer en premier, du coup ça lui permet d'invoquer un duc et d'avoir 400 points de plus sur sa liste. Techniquement, c'est polyvalent. Exactement. Donc félicitations à Mortou aussi pour sa performance. Oui. Maintenant, nous allons jeter un œil du coup à deuxième équipe qui. Et c'est aussi une liste qui va jouer, je crois aussi, qu'il a joué en solo. D'accord. Il y a la semaine dernière. Et il a fait de très bons résultats aussi avec. De toute façon, vu comment il a l'air d'être stable la liste, oui, je comprends. Oui. Du coup, direction les gredins. Donc, les gredins, les adversaires directs sur leur finale, ceux qui ont le mieux performé dans la poule 2. Hop. Et alors, nous avons. Où est-ce que j'ai mis les listes ? Ici. Le premier joueur, c'est Eloi de Murphy. Eloi, je sais pas trop. Eloi, je crois. Ouais, qui joue du coup Magokin of Norgul. Donc Magokin of Norgul, deuxième fois qu'on le voit dans le tournoi. On sait qu'en équipe, Norgul c'est très stable et du coup ça doit permettre d'ouvrir des match-ups. Et l'armée se porte bien. Donc pareil, dans la même sous-faction, Beefling Host qui permet donc d'avoir les bêtes en ligne et d'avoir un arbre supplémentaire pour l'invocation. Cette fois-ci, lui, il a fait Control the Nexus et du coup pas la stratégie de Nurgle comme King Kong qui demande d'avoir une unité de ligne au centre de la table, je crois. Non, c'est d'avoir 2 sorciers à 6 pouces du centre, je crois. D'accord. Très bien. Je vais vérifier si ça marche. Et du coup, sa liste s'articule cette fois-ci sur Horticulus. Donc Horticulus, lui, c'est le jardinier qui vous permet de poser un troisième arbre, d'invoquer un arbre.
Ce qui vous fait que vous avez 3 arbres et du coup, vous augmentez encore plus votre, votre valeur de points de maladie pour l'invocation. Ensuite, il a God King, comme avec King Kong dans sa liste, hein, qui permet de faire de la contre-charge, c'est une grosse pièce. Et ça tabasse aussi. Hein. Ah, ça oui, tabasse, oui. c'est très tanky, donc il y a ça aussi. Quoi. Oui, non, ça fait pas que ça, hein, ça fait beaucoup de choses. Mais on essaie de le protéger un maximum, vu que ça reste quand même la pièce centrale de la liste. C'est vrai. Un Slow Pity, donc comme on a dit tout à l'heure, qui permet de faire ses bulles et du coup d'emmerder l'adversaire au maximum sur les démons. Donc là, on a toujours que des démons. Qui est cette fois-ci général, avec du coup Nurgle Infestation, donc comme tout à l'heure, le -1 touche en bulle. Et il a en artefact Tome of Thousand Points. Donc ça lui permet de lancer un sort, comme un wizard. Et en addition, il peut aller chercher... il a +1 cast aussi. C'est ça. Exactement. Donc ça permet de transformer un personnage qui n'était pas sorcier en sorcier. C'est une variance de l'Arcantum qui est meilleure du coup. Et pour finir, nous avons donc Be'lakor. Donc Be'lakor, c'est l'allié passe-partout dans le chaos qui a sa capacité de shutdown une unité en début de phase de héros et qui dure jusqu'à la prochaine phase de héros, donc potentiellement sur un double tour. Une pièce qu'on voit beaucoup, notamment en équipe, ça se comprend. Est-ce que Nurgle a besoin de ça pour, on va dire, être encore meilleur? Je sais pas. En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Je pense qu'on va continuer à le voir dans beaucoup de... Je pense peut-être qu'il y a mieux, mais en tout cas, c'est déjà très bien. C'est une liste contrôle. Be'lakor apporte une faculté pré-contrôle plus 2 sorts de dispel. C'est quand même... il n'est pas mauvais, en tout cas. Il ne sera jamais mauvais. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Je pense qu'on peut difficilement dire que c'est une mauvaise pièce. En tout cas, lui, en lui-même, il fait pas grand-chose, mais juste sa capacité permet d'être très stable, quoi. Et sa liste s'articule avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 bêtes de Nurgle aussi, et 10 Plague Bearers, donc comme pour King Kong, en 3 Battle Régiments. C'est ça. Donc en 3 poses. En 3 poses, exactement. Hop, très bien. Ce qui nous amène du coup à 1990 points. Donc félicitations. Pause, parce qu'il a Be'lakor qui a plus de 10. Il a 2 Horticulus aussi. Non, Horticulus, je pense qu'il a 8 PV, 6 PV, je sais pas. 2, moi, 4, 6, 7. Il pourrait être en 2 poses, non? Et peut-être qu'il a fait le choix d'être en 3 poses pour pouvoir piéger ses adversaires au travers d'une stratégie avancée. Peut-être. Je pense Horticulus. Ah non, il a 10 PV Horticulus. Ah, ok, d'accord. C'est pour ça. Je n'ai rien dit, donc il est obligé. Voilà. Donc félicitations à eux pour leur magnifique 2e place. Ensuite, nous avons El Tonio. Oui, c'est ça. Qui va jouer du coup sous Black Gravelord. Donc sous Black Gravelord, ça reste aujourd'hui l'une des factions, on va dire, top méta du jeu, exactement. Sous Black Gravelord a cette capacité qu'ont les meilleures armées du jeu à marquer des points, des tactiques et des grandes stratégies sans interagir quasiment avec l'adversaire. Ce qui fait que votre adversaire joue ou pas, vous allez pouvoir faire votre plan de jeu. C'est la force de Tzeentch. C'est la force de Seraphon en invocation. En Starborn, ouais. Exactement. Du coup, quelle sous-faction il joue? Du coup, il est en Légion de la Nuit. Légion de la Nuit qui vous permet, avec une action héroïque, de vous FEP à 9 pas à n'importe quelle phase de héros. Donc très bien pour casser des plans de jeu adverses. Protéger par héros, ouais, tout à fait. Ouais, de protéger votre plan de jeu, abîmer le plan de jeu ennemi et bien sûr prendre des objectifs ou quoi que ce soit. Il vous permet aussi, en fin de phase de mouvement, d'effectuer... c'est une fois qu'une unité a chargé, de pouvoir effectuer une contre-charge avec une unité ennemie, qui est à 12 pas de la première. Donc, ce qui rend très complexe votre plan de jeu, car vous êtes obligé de faire charger l'unité que vous souhaitez absolument en premier, sinon vous pouvez vous retrouver loqué dans des combats que vous ne voulez pas prendre, des choses comme ça. À savoir que, en plus, avec la grande stratégie qui joue, donc Empire of the Corse, qui vous demande de réanimer 3 unités Summonable, je crois.
C'est ça. Ce qui En fait gros. que souvent vous voulez pas aller les tuer pour pas qu'ils les réaniment, mais du coup, vu que vos charges est engagée, vous êtes obligé de combattre et blablabla. Donc voilà, je pense que Légion de la Nuit et Virkos sont les deux sous-factions qui performent actuellement très bien et donc qui sont... Ça, Virkos, ouais. La faction Legion of Blood a pris un petit taquet récemment, donc Oui, on en voit moins. exactement. Et donc c'est à la fin Euh, de la phase de charge, vous pouvez. Non, non, pardon. Attends, c'est quoi? Non, c'est après que l'unité a chargé, je crois. Il me Ouais, c'est semble. pendant la phase de charge. Donc Ouais. vraiment très fort parce que vous jouez pendant le tour adverse en fait déjà. Oui, c'est Ça ça. c'est ça, c'est excessivement fort. Et surtout, ce qui est très fort, c'est que vous pouvez faire votre première unité qui charge ici, et votre adversaire va en fait contre-charge, mais il va pas contre-charge sur votre unité, il va contre-charge sur un truc qui n'a pas encore chargé, ou sur un héros, ou sur un objectif. Ça. C'est vraiment très fort. Ça vous donne des nœuds au cerveau. Sa liste, du coup, elle s'articule sur un Vampire Lord. Donc le Vampire Lord générique, on le voit dans toutes les listes. C'est un très bon sorcier de niveau 1 qui est vampire, donc qui bénéficie du domaine de magie des vampires et de la faim. Il est le général avec le trait The Bolt. Donc ça c'est plus un save, plus un ward sur les summonables au premier round. Premier round, donc c'est sur toute la carte. Donc ça vous permet d'avoir une belle, un beau tour 1. Durabilité, ouais. C'est ça. Exactement. Et son artefact, Morben's Claw, ça doit être. J'ai un petit trou. En gros, il donne des bonus en cast autour de lui. Ah oui, il sacrifie sa phase de mouvement pour donner plus 2 en cast. Ce qui permet d'être très fiable sur la magie, en C'est plus ça. des dés primaires. Et en plus, vous en foutez, entre guillemets, de sacrifier vos phases de mouvement, parce que vous pouvez FEP en phase de héros. Vous téléportez, donc vous en foutez un peu. Exactement. Après, vous pouvez pas bouger après. Ah non, donc ça par contre, c'est un problème. Après, c'est normal, écoutez, t'as fait. Non, bien sûr, mais faut bouger avant, quoi, en gros. Donc du coup, il faut être apporté avant de. Tu peux pas l'emmener au combat, quoi. Non, c'est Alors ça. que c'est un Vampire Lord, et du coup, tu veux être apporté pour donner plus une attaque à la phase de combat. Oui, Donc, c'est bien de donner ça. Ensuite, en deuxième héros, il a un Necromancer avec le sort Merciless Blizzard. Donc, le sort, on le connaît bien. Le Necromancer, il est bodyguard par tout ce qui est les zombies, squelettes. Summonable, ouais, je crois. Ouais, ce qui le rend très fort parce que vous pouvez pas le tuer facilement ni à la magie ni au tir. Lui, il a la capacité avec son sort qui connaît sur son War Scroll de faire frapper en face de héros les unités Summonable. Avec la danse macabre. Et donc, en plus, vous êtes obligé, si vous rentrez dans les 12 de lui, avec le Merciless Blizzard, il peut vous en mettre une dans les dents, quoi. C'est ça. Et en troisième héros, il a Manfred, donc le Mortarch of the Night, qui lui a la capacité, quand Manfred reçoit l'ordre redéploiement, de pouvoir tenter une charge. Donc très puissant, parce que vous allez pouvoir faire une charge avec Manfred, faire une charge avec une autre unité, sachant que Manfred, quand il charge, il a frappe en premier, et en fait casser le plan de jeu de votre adversaire. Et Manfred, ça reste une bonne pièce, hein, ça combat bien. Et en plus, je crois que s'il frappe, il peut faire frapper une unité avec lui. Je sais pas, peut-être. Je crois. Et donc, du coup, tu charges avec Manfred à la phase adverse. Tu fais charger une autre unité à la phase adverse aussi. Tu fais frapper Manfred en premier, de toute façon, au tour adverse. Et il y a l'unité qui a chargé avec qui tape aussi. Pas mal. Non, il l'a pas. Ah, il l'a pas? Non, c'était bien joué, mais non, il l'a pas. Dommage. Non. Attends. Non, par contre, quand lui, il tue une figurine avec son épée, il donne plus une attaque entièrement à 12 aux unités Légion de la Nuit Summonable. Donc tu peux le faire frapper en face de... Quoi, il frappe en premier, il tue un truc, il donne plus une attaque, et du coup, les autres choses en bénéficient à côté, quoi. Donc voilà, un très bon personnage. Et pour finir la liste, donc il a 30 squelettes. Donc les squelettes, c'est... Il a un sort qui donne... le sort qu'il a, c'est Stracklast. Donc à portée. Ah, en plus. Donc ça peut être un bon outil de contrôle. Donc 30 squelettes. Les squelettes, on sait que c'est une super unité. Ça tangue pas, ça tape pas. Par contre, ils ont la capacité en début de phase de combat sur un 4+, vous remontez un squelette. Donc en fait, vous avez un rallye à 4 à toutes les phases de phase de combat tant qu'il vous reste un squelette en vie. Ça.
Et 30 squelettes, bah, ça fait 30 points de vie, donc c'est pas facile non plus à tomber. Et ça Sachant vous que, donne une tactique en plus. oui, sachant que c'est une unité summonable, donc qui va pouvoir revenir à la vie, qui peut me mettre éventuellement dans les fosses, qui vous permet de faire des tactiques, voilà, il y a beaucoup de choses avec, c'est une très bonne unité. Qui prend très bien Warfrost aussi. Oui, oui, tout à fait. Et qui peut gagner plus d'une attaque avec le Vampire Lord parce qu'ils sont summonable et blablabla. Ensuite, vous avez 2 fois Dilou. Donc, Dilou, bah, c'est la super unité, entre guillemets, de ligne des Soul Light parce que vous avez 2 PV par tête de pipe. Donc, ça fait quand même 20 PV. C'est beaucoup. Qui sont aussi avec la capacité de faire du piling à 6. Donc, selon comment vous vous déployez, comment vous faites vos écrans, vous mettez en position, bah, vous pouvez très bien faire courir vos loups. S'ils rentrent dans les 6, ils piling, et du coup, ils peuvent engluer, empêcher des charges, aller prendre des tactiques à votre adversaire, prendre des points. Voilà, c'est vraiment une super unité. Ça tape pas du tout. C'est des socles de cavalerie, donc c'est un super écran. Ouais, non. Et ils sont summonable, donc ils reviendront à la vie aussi. Et ensuite, nous avons 20 Grave Guard. Donc, les Grave Guard, on sait que c'est l'unité élite combattant qui est très difficile à manœuvrer parce qu'ils n'ont aucune sauvegarde. Là, il va les jouer en plus en grande hache. Donc, vous avez soit en bouclier pour passer de save à 5 à save à 4. Mais vous êtes en raid -1 dégâts 1. Là, vous êtes en hache, vous allez toucher à 4. Cependant, vous êtes en raid -1 dégâts 2. Donc, ça cogne beaucoup bien. Un pack de 20, bah, ça a des petits socs. Donc, ils vont tous pouvoir frapper. Et éclairage, vous êtes 2 de portée de mémoire. Donc vraiment ça meule, sachant que en plus vous allez pouvoir bénéficier du Vampire Lord qui va leur donner plus d'une attaque, Manfred s'il a tué un truc, une autre attaque, et vous avez là une Orfrost éventuellement, c'est la douche quoi. Très belle unité, difficile à manœuvrer mais très belle unité. Ensuite nous avons Sivargeist, donc ça on en voit un peu moins, mais ça reste malgré tout une bonne unité de chasse qui vole. Et qui a en règle... ouais, il me semble que c'est ça, hein, ce que je voulais vérifier. Mais, tout à fait. Ça faible, ça se soigne parce que c'est la fin. c'est vampire, ouais. Donc, ouais, c'est pas mal pour chasser à l'arrière, parce que peut-être que ça... Soul Blight manque peut-être un peu de mobilité, généralement. Ça est compensé par les tombes de lesquelles vous pouvez apparaître, mais tu as du mal à passer derrière l'ennemi. Tout à fait. Et cette unité que vous mettez en déploiement, en fait, va se retrouver à 9 de vous. Elle a les 6 explosifs. Aujourd'hui, avec la cohésion à 6, vous n'avez plus de soucis, donc ils vont tous taper parce que malheureusement, ils n'ont qu'un de portée. Mais ils ont quand même 3 attaques par personnage, donc ça peut vite saturer en 3-3 -1-2. C'est un profil de Chosen, hein, donc ça fait pas rire, quoi. Hop, et pour finir, nous avons 3 maintenant, avec la nouvelle cohésion à 6, c'est peut-être plus simple aussi de les sortir. Ouais, exactement. Et pour finir, 3 Fellbats. Donc les Fellbats, c'est l'unité de rêve en Légion de la Nuit. Vous avez vraiment une unité écran qui vaut rien, qui malgré tout est dégâts 2. Donc si une attaque passe, ça peut faire des dégâts. Est très friable à prendre la contre-charge ou à charger elle-même pour vous bloquer, va mourir parce que ça n'a pas de point de vie, et du coup vous les réinvoquez, et du coup vous réinvoquez plus de la moitié, quoi, la moitié, mais c'est 50%. Donc quand vous êtes 3, vous en réinvoquez 2, donc en fait vous perdez quasiment rien à les réinvoquer, et ça vole, et ça fait plein de trucs, quoi. Donc, c'est souvent utilisé aussi pour faire la tactique. Tu dois prendre un truc summonable et qui doit mourir, être mort à la fin. Et ouais. tu les suicides, et ça meurt très facilement. Ouais, exactement. Donc très belle unité, et en sort persistant, il a choisi de prendre la Grifftide. Donc la Grifftide, c'est le sort persistant anti-horde par excellence qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Qui est très très rare. Oui, tout à fait. Et il a fait le choix de son Andorian Acolyte pour avoir le dé supplémentaire. Alors je ne sais pas si il en a tant besoin que ça, mais en tout cas, c'est toujours bon à prendre pour contrer notamment les adversaires. En fait, ce que je ne sais pas, c'est si son trait de commandement là lui donne +2 à la dispel aussi. Non, je crois que c'est que au lancement. Et du coup, ça peut peut-être être utilisé pour ça, pour contrer les adversaires plus que pour se buffer lui-même. Tout à fait. Donc voilà, là on est sur, en tout cas, voilà, ce bataillon-là. Et le deuxième, c'est Battle Régiment pour réduire son nombre de pauses. Donc il descend à 4 pauses. Tout à fait. Très belle liste. 4 pauses. Ce que je comprends pas, c'est... ah oui, non, il a fait le bat qui peut pas rentrer dedans, ce qui peut mettre 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça.
Donc félicitations à eux pour leur magnifique deuxième place. Et le joueur suivant, du coup, c'est Pavils. Donc Pavils qui joue Gloomspite Git. Donc Gloomspite qui a eu une âge d'or il y a Ouais, quelques une heure de temps. gloire, ouais. Avec la fameuse liste Joe of Mork et full wing, C'est full ça. squig. Avec Scragot qui est là dans cette liste, et on rappelle, il a commencé à 160 points, je crois. 140, 160, ouais. C'est comme ça. Ouais, donc bon, bien costé. C'est ça, exactement. Alors, du coup, là, nous sommes Gloomspite Git en Globe of Megaboss. Donc, ça, ce n'est pas la classique Joe of Mork. Celle-ci, c'est la sous-faction des trolls. Donc, qui Ouais. va faire que quand vous allez faire votre régénération, vous allez pouvoir le faire après avoir combattu et en phase de héros. Donc, vous augmentez par 2, en fait, votre capacité de soins. C'est les très trolls se soignent de D3, je crois. Ouais, Et c'est du coup, ça. c'est 2 fois D3, donc Deux c'est fois vachement des bien. trois. Oui, sur des unités qui ont 5 points de vie, c'est pratique, avec une ward à 5. Ensuite, sa grande strat, c'est Chasing the Moon. Donc, celle-ci est très classique. Elle vous demande qu'à votre seigneur de guerre suive la lune 3 tours, je crois, un truc comme ça. Donc, C'est ça, ça doit être 3 tours sous la lune, et donc du coup, sachant que vous avez la vraie lune, qui vous prend un quart de table, vous avez votre décor, qui est considéré comme la lune, et vous avez Scragot, qui est aussi considéré comme la lune, entièrement à 12 pouces de lui. Donc il y a des grosses zones où vous êtes sous la lune, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Donc, il est plutôt facile à faire. Sa liste se compose donc d'un Donktoll Troll Boss. Donc, ça, c'est le grand troll. Avec ça. le trait de co Alpha Trog. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est Il y a celui-là. plus de PV et il devient monstre. Il devient monstre. Donc, très pratique pour une armée qui peut manquer de monstres d'avoir des actions monstrueuses. 2 PV sur un mec qui en a déjà 12 de base, je crois, ou 14. Ouais. Ça le passe, c'est plutôt tanky. Et l'artefact qu'il a choisi, c'est Glowing Wozit, qui permet de donner, quand tu donnes attaque en règle, c'est ça, tu le donnes 2 fois. Non, Je sais il me pas. semble. Attends, je vais vérifier. Gloom et Arthos. Non, c'est la noire d'A4. Il est noir d'Aka, donc il a pris celui-là. Ah oui, il a un petit familier, je crois. Ah oui, et s'il fait un 6, un 1, C'est un, il le mange. il le mange, ouais. Exactement. Très bien, donc voilà, donc s'il rend le Trollbox vraiment tanky, de ce côté-là, avec les 2 P en plus, c'est la ward. Il a Scragot, donc Scragot, on le connaît, hein, c'est le fameux magicien qui a un sort super puissant, qui coûtait que dalle, qui a monté, qui fait beaucoup de choses, qui fait la lune, il fait... Voilà. Qui est très bon pour sniper les héros adverses, et Tout à fait. qui est Warmaster, qui est sorcier niveau 2, qui a un bonus de plus 1 en cast. Bon, il est super. Exactement. Et pour finir, d'avoir Madcap Shaman, donc ça c'est le sorcier par excellence de toute bonne liste. Là on est très heureux de payer 70 points pour un sorcier. En moyenne, les sorciers sont autour de 100 points. Donc on est très très content pour ça. Et il a le sort Merciless Blizzard, donc la tempête de glace. Ouais, et en unité, du coup, nous avons... En fait, c'est juste qu'il est à 4 PV, save à 6, donc en fait, tu ne payes pas des stats que tu n'utilises pas. Quoi. Voilà. Contrairement en 100 pièces, par exemple. C'est ça. Tu es content d'avoir des sorciers qui ont 5 points de vie en save à 3, mais qui coûtent 140 points pour un sorcier. Il a genre une attaque en 4-4. Bon, bah voilà, ça non plus, tu le payes pas. Exactement. Bon, bah, il reste plus que ça. Ah non, t'es content. T'es content. Et du coup, dans les unités, nous avons 2 fois 6 trolls de pierre. Donc les trolls de pierre, c'est les trolls combattants qui ont la capacité, donc qui ont une ward à 5 de base et qui cognent fort hein, quand même. Qui ont plus un save sous la lune. C'est ça, et du coup qui vont pouvoir se régénérer 2 fois. Très fort. Il a 40 Moon Clan Stabaz. Donc les Moon Clan Stabaz, c'est les petits gobelins c'est ça qui tout moches. Sont en flip, mais qui coûtent rien du tout et qui ont la capacité ultra forte, mais pas si vue, parce qu'ils ne sont pas si joués, de contester les objectifs à 9 pouces et pas à 6 pouces. C'est ça. Alors attention, par contre, il faut bien comprendre que vous contestez les objectifs. Donc ça ne veut pas dire que vous les contrôlez. Donc vous ne pouvez pas vous mettre à l'extérieur de l'objectif et dire il est à moi. Mais par contre, vous pouvez emmerder très facilement vos adversaires en leur disant bah, autour de cet objectif, tant que tu n'as pas lavé mes gnomes, bah, tu ne peux pas le reprendre. Quoi. Et on parle de 40 PV, même s'ils ont une save de merde. Ça fait quand même pas mal de PV à sortir. Et en plus de ça, ces enfoirés, ils ont leur filet de merde qui fait que vous avez, tant qu'ils ont des filets dedans, vous avez -1 to hit quand vous êtes à un pas d'une figurine qui a un filet. Donc les filets, vous les retirez en dernier, donc vous avez quand même une unité qui va apporter du contrôle
vu qu'ils sont nombreux, à votre armée pour débuffant l'adversaire. Et souvent, on voit du coup des trolls d'eau qui, eux, baissent la save adverse. Là, Et c'est qui pas t'empêche de mettre des bonus positif, ouais. positifs. Mais là, c'est C'est pas le cas. Nous avons 5 Goba Palooza, donc ça, c'est une unité qui fait un peu tout et n'importe quoi, qui apporte beaucoup de bonus, qui est vraiment C'est des sorciers niveau 2 déjà. très puissant. Oui, parce que ça Mhm. fait plein de choses en fait. Vous payez 170 points pour des mecs qui vont vous buffer. C'est ça. Ils ont une ward à 4 au début, puis c'est un peu dégressif, donc c'est pas facile à tomber direct. De toute façon, en plus, je crois que vous pouvez les réinvoquer avec votre shrine. Donc c'est impossible de s'en débarrasser. Ils ont 2 sorts, un qui met pas de point de, tu peux pas recevoir d'ordre, extrêmement fort, même si c'est à courte portée, donc c'est fort. Et après, tu en as un où c'est mettre -1 touche sur une unité Gloomspite. Donc du coup, tes stabas peuvent être à -2 pour être touchés. Ce qui est vachement bien. Et après, tu choisis un effet. Tu manges un champi, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu gagnes +1 touche, +1 bless, je crois, ou +1 rend. Plus une attaque, non? Et si tu fais un 6, ça te fait plus une attaque et plus un rend? Un délire comme ça. Bon, en tout cas, c'est pas bien grave, mais c'est une. +1 rend, +1 touche, +1 bless, +1 course. Et c'est ça. C'est les 3 trucs. Donc voilà, bon, c'est une très bonne unité, on va pas se mentir, parce que quand vous commencez à buffer des trolls qui sont en 3-3 de base, avec ces beaux statistiques, ça devient des gros marteaux, quoi. Et pour finir, on a donc le Dankot Trogot, donc ça c'est le Behemoth, qui du coup est ligne dans cette sous-faction, et donc peut être renforcé, donc vous avez 2 mecs qui ont 9 PV, un peu comme des dragons Stormcast, qui sont pas les meilleurs combattants, qui ont 10 PV, je veux dire, qui sont pas les meilleurs combattants du jeu, mais on a quand même 4 attaques en 3-2, -3, D3 +3. C'est ça. Donc, Oui, c'est ça. En fait, les Gopalotsa, c'est tu peux mettre +1 rend, le +1 hit, +1 wound, c'est sur un héros. Donc là, je pense tu peux le mettre sur le Trog Boss. Je pense que ça lui met rend -4 ou rend -3, donc c'est quand même pas mal. oui, c'est ça. Donc voilà, une belle armée assez haute en couleur. On n'en voit pas des masses, des fous, Non. entre guillemets, basés sur les trolls. Même si aujourd'hui, avec l'armée de renom, on va potentiellement en voir plus. Une belle liste, en tout cas. Je pense qu'il n'est pas facile à se positionner en tant que joueur contre. Dire est-ce qu'on fait une grosse victoire, une petite victoire. Ouais. Voilà. Belle C'est très armée. résistant, quoi. Oui, Et, c'est ça. ouais. Et pour savoir ce que c'est qu'une armée de renom, il y a des vidéos sur la chaîne. Exactement. Je peux que vous encourager à aller voir dans les vidéos. Ensuite, nous avons en dernier joueur, donc Zut, je sais pas comment on prononce, qui joue Ideneb Ditkin en sous allégeance Fouettan. Donc Fouettan, elle a une modification sur le dernier Wars Battle Scroll qui fait que maintenant, quand vous jouez vos Alopex dans le bataillon qui vous permet de prendre de Bloodthirster Shivers. C'est des packs de 3. 3 requins, c'est ça. Vous aviez les 6 explosifs que sur les mâchoires des requins quand ils étaient à un pas d'un autre requin. Donc c'est demandé à, entre guillemets, que les 3 requins attaquent au même endroit, ou 2 requins, donc c'était un peu chiant. Là maintenant, vous avez les 6 explosifs tout le temps, donc que ce soit sur les mâchoires, sur les armes de tir, sur les armes de corps à corps, surtout. Donc vous augmentez votre létalité énormément. C'est Noël. Exactement. Sa grande strat, c'est Akelian poursuite. Bonne question, je ne l'ai jamais vu. Qu'est-ce que ça fait ce truc-là? Tac. Hop, c'est où? C'est là. Fire Slayer, rien à voir. Idonet Deep King. Grande stratégie. Alors, ça vous demande à la fin de la bataille d'avoir au moins 3 unités Akelian qui soient entièrement dans le territoire adverse. Hop, donc c'est une grande stratégie très agressive. Hein. Exactement. Auto, il faut vraiment déjà avoir encore ces unités en vie et que l'adversaire vous empêche pas de rentrer dans son camp. C'est ça. Après, quand vous avez des requins qui volent et qui bougent de 14, généralement, c'est faisable. Ouais. Mais en effet, ça demande quand même d'avoir 3 unités Akelian. C'est ça, et si tu te bases sur des quarts de table et que les objectifs sont pas sur ton quart de table, bah, du coup, ça veut dire que tu peux éventuellement abandonner les objectifs pour marquer ta grande strat, faire un choix. C'est pas auto. Exactement. Du coup, ensuite, sa liste, elle est composée donc d'une Tidecaster. Donc la Tidecaster, son intérêt principal, c'est d'avoir un rituel qui va vous permettre de gagner un bonus sur un tour de jeu que vous souhaitez. La Tidecaster, c'est sur 2 tours, du coup. Ah bon?
Ouais, en gros, les Isharan vous donnent un rituel où en fait vous gagnez un bonus et la Tidecaster vous permet d'en choisir 2 à la place de 1. C'est pas elle qui inverse la marée aussi? C'est aussi, mais ça c'est son trait de commandement. D'accord, donc c'est ça. Donc elle est donc seigneur de guerre, donc c'est en trait de commandement Teaching of the Truth Call, donc qui permet d'inverser la marée, c'est ça? Ouais, Isharan, hop. Oui, c'est ça, exactement. Ça va vous permettre de changer la marée. Donc la marée, on sait qu'en Idonet, T1, vous êtes à couvert, T2, vous avez course et charge, T3, vous avez frappe en premier, T4, vous avez retreat et charge, T5, vous êtes à couvert. Donc là, ça vous fait que T1, vous êtes à couvert. Non, je crois que Donc vous avez course et charge, T1, t'as retreat et charge. retreat et charge. T2, t'as fight first. Frappe en premier, T3, tu dois avoir course et charge, et ensuite tu dois être à couvert. Sur 2 tours, peut-être. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, ça vous permet de faire ça. L'artefact lui permet de poser un bateau, je crois, si j'ai pas de bêtises. Non, c'est ça débuff les magiciens ennemis. Ah oui, une fois par bataille, ouais. Vous pouvez choisir 2 héros ennemis à 12 pas. Et selon le jet que vous faites. Non Non, c'est entraînement à 18, tous les sorciers ennemis ont moins 1 pour caster Dispel. Ok. Et ça n'a pas d'effet, en effet, tout à fait. Sur les idées. Donc c'est pas mal pour, entre guillemets, contrôler. C'est plus gadget. Ouais, c'est un peu surprenant quand même. D'habitude, on voit quand même quand la tête caster est prise, ou la raison pour laquelle les gens prennent parfois un Isharan, donc un petit héros à pied Idonet, dans des listes qui en bénéficient pas forcément, c'est pour mettre le deuxième bateau avec l'artefact Rune of the Searching Tide. Et du coup, c'est un artefact qu'on voit pas souvent. Ouais. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Et ensuite, elle connaît le sort Steed of Tide. Donc ça, c'est un téléport, en fait. C'est la téléportation, c'est ça. Mais ce qui est très bien, c'est que c'est un téléport d'un allié. C'est pas forcément Idonet. Donc vous pouvez téléporter des alliés, et c'est pour ça qu'il a pris en allié les jumeaux, Elania et Alator des Luminettes, qui sont... Moi, je connais pas trop. C'était intéressant, parce qu'en fait, elle est sorcier, elle va surtout bénéficier de 2 règles importantes, qui est la première qui fait que quand vous combattez, vous allez pouvoir faire un jet et ensuite après vous téléporter, donc éventuellement sortir d'un combat, reprendre un objectif, vous FEP et tout. Et la deuxième règle qui est intéressante, c'est que les dégâts basés de l'épée de Elania, je crois, ou d'Elanor, je sais plus, sont basés sur le round de bataille. Donc tour 1, vous faites 1 dégât, tour 2, vous faites 2 dégâts, tour 3, vous avez dégâts 3, tour 4, et ainsi de suite, ce qui fait qu'en fait c'est une unité qui va monter en puissance dans les tours. Et qui, à partir du tour 3, commence à être surprenante. Parce que quand vous prenez du dégât 3, ça fait pas rire. Ouais. Et pour finir... le troisième War Scroll de la liste, c'est des requins. Voilà. Vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 requins. Donc, pourquoi pas en mettre moins, pourquoi pas en mettre plus? En fait, la sous-faction buff les requins, on joue des requins, quoi. On fait simple. Et les requins, c'est joli, c'est sexy. Donc 11 requins. La seule chose qu'on va regarder, c'est les équipements des requins. Donc tous les requins sont équipés en harpon. Donc le harpon, ça vous permet de tirer 24 pas et vous êtes dégâts D3. Et il a fait le choix d'avoir 2 net launchers sur un groupe de requins par 2 qui eux ont l'anti-piling. Donc si vous faites toucher, il suffit de toucher, même pas de blesser. Vous touchez un adversaire, cet adversaire ne veut pas piling, donc c'est la portée est courte, mais c'est un bon outil pour contrôler vous-même vos engagements en faisant ça sur un ennemi, en l'attaquant de côté. Il ne peut pas piling, du coup votre requin ne prend pas de risque et vous pouvez, avec votre piling à vous, engager une unité. Sachant qu'en plus, là vous avez en plus les 6 explos, donc éventuellement... Sachant aussi que c'est un très bon déchaîne des enfers. Oui, tout à fait. Aussi. Donc intéressant de jouer un requin par 2, comme ça au moins vous avez 2 fois cette capacité, quoi. Mais les requins, du coup les 2 harpons, tu as besoin de les jouer côte à côte ou tu peux les envoyer à droite à gauche? Lesquels? Les 2 filets. Les filets, là, ils les jouent par 2, donc c'est une unité renforcée. Okay, donc il faut les garder à 30 pouces de portée. Ils sont les 2 à côté, l'un à l'autre. Tu as une cohésion de 1. Par contre, peut-être 3 avec les requins, comme les dragons. C'est 3 avec les requins, c'est ça.
Et par contre, les autres sont dans le bataillon. Et du coup, eux bénéficient des 6 explos. Lui, les 2 Alopec sont pas dans le bataillon, donc quoi, non, c'est pas dans le bataillon. Ils sont pas Shiver, du coup, ils en bénéficient pas, mais au moins, ça vous permet d'avoir cette carte-là. Donc vraiment une liste qu'on a vu performer dernièrement au tournoi à l'international, qui vraiment ne fait pas rire, je pense. Parce que quand vous avez autant de requins qui tirent à 24 pas, c'est 4 attaques par requin de mémoire en 3-3 moins 1 des 3. Vous êtes vous qui bougez de 14 ou 12, vous êtes en capacité de sniper n'importe quoi. Hein, vraiment, il n'y a rien qui vous résiste. C'est ça. C'est vraiment, vraiment fort. Et avec les 6 va revenir, tu peux course et tir au deuxième tour, ou alors course et charge, tu choisis. C'est ça. Avec le bonus de Leishan, je pense que tu peux te mettre, ou en plus tu peux te mettre pas visible à 12 pouces au premier tour, et donc en plus ça s'ajoute à ta cover. Tu peux mettre plus un course, plus un charge au deuxième tour. Troisième tour, la ward à 5, elle sert à rien. Et au dernier tour, si tu l'as pas utilisé... Au T4, si tu retreat, tu fais des blessures mortelles en plus de retreat. Ouais, mais du coup, si tu as inversé la marée, c'est à ton T2. C'est à ton T1. Ouais. Donc si tu te fais charger, bon, je sais pas. Mais ouais. Non, mais c'est une liste très mobile. Idonette aussi a beaucoup de tactiques. Bon, alors là, c'est bizarre, il n'a pas le bateau en plus, donc du coup, ça lui fait une tactique qui est moins facile parce que ton bateau originel, tu le mets dans ton territoire. C'est peut-être plus compliqué. Mais généralement, en plus, Idonette a une tactique où il faut que ce soit des requins qui tuent quelque chose, donc ça c'est bon. Donc il y a vraiment pas mal de trucs. C'est une liste qui score bien les secondaires, qui a beaucoup d'attrition aussi. Donc vraiment bien. Tout à fait. Non, vraiment, je pense qu'on va en voir beaucoup plus. Tant que ça ne sera pas nerf par Games Workshop, c'est très fort, ça marche bien. La seule difficulté, c'est d'acheter autant de requins, mais bon, si vous les avez, vous êtes heureux. C'est ça. Voilà, donc félicitations à lui aussi, à Zut, pour son très bon tournoi. Donc il finit 2e. Vraiment top de ce côté-là. Maintenant, nous allons faire un petit retour d'expérience de notre côté, vu qu'on a participé au tournoi, sur comment ça s'est déroulé pour nous. Donc, nous, la team, comment dire, c'est quoi le nom de notre team? C'était RTS. Donc, comme vous le voyez, nous finissons 3e ex aequo avec les Indicibles en match nul 40-40. C'est, comme je dis, assez rare, je trouve, de faire des draws sur des équipes. Mais en équipe de 4, il y en a eu 2, donc c'est marrant. Voilà, nous de notre côté, le parcours que nous avons eu, nous avons affronté en premier match, comme vous pouvez le voir, la OSSE qui nous a mis une grosse déculottée, 18-62, c'était difficile, on y reviendra après. Ensuite, nous avons affronté du coup sur notre round 2 WCDP, j'avais jamais WCDPD, sur lequel on fait une victoire correcte, 56-24. Et en round 3, du coup, nous allons affronter NL0, O6, 05O, où on fait un 55-25, donc une autre bonne victoire, à peu près à la même hauteur que les WCPD. Cependant, nous n'arriverons jamais à récupérer les points sur AOSSE, car ils scorent trop à chaque fois. De toute façon, ils ont gagné toute leur partie, donc c'est déjà compliqué. Exactement. Comment s'est déroulé pour toi ce petit tournoi? Qu'est-ce que tu en as pensé? Très très bien. L'organisation était vraiment top. Les orgas étaient super sympas. Les gens étaient super sympas. Conviviaux, tout ce que tu veux. Le fait de jouer que 4 parties, c'est un certain confort, même si on est là pour jouer le maximum, hein, bien sûr, sur le tournoi. Enfin, sur le week-end, on aimerait jouer le plus possible, mais il n'empêche que la 3e partie du samedi, généralement, c'est pas la plus agréable non plus. On est fatigué, etc. Là, on n'a pas eu à faire ça. On a eu des grosses pauses. Et vraiment, les tournois en équipe, c'est ce qu'il y a de mieux à AOS. C'est exceptionnel. Toute la partie qui est avant le tournoi de préparation, quand tu vois les listes adverses, quand tu as fait ta liste, quand tu discutes avec tes coéquipiers, qu'est-ce qu'on va faire comme roster, ce genre de choses, c'est vraiment moi ce que je préfère. Le côté boys band qui se balade et qui va le week-end en tournoi, c'est vraiment trop drôle. Et non, là,
l'équipe du WCDBD est vraiment. Alors, c'est la première fois qu'ils organisent un tournoi équipe, ce qui est plus compliqué, je pense, que d'organiser un tournoi solo. Et ils s'en sont très bien sortis. Voilà. Non, vraiment une très très bonne expérience. Top. Toi aussi? Oui, bah moi, c'est vrai que, entre guillemets, j'encourage tout le monde à participer en tournoi, que vous soyez un joueur vétéran, un nouveau joueur, débutant, que vous voulez tester des nouvelles armées, c'est toujours cool. Le format en équipe, bah, c'est un de mes formats préférés parce que vous évitez un peu la frustration de tomber contre on va dire, l'aléatoire qui vous fait tomber contre des matchs où vous ne pouvez pas gagner. Là, si vous tombez sur un match où vous ne pouvez pas gagner, bah, c'est la faute à la personne qui a fait l'appariement, entre guillemets. Oui, et puis c'est un peu différent. En fait, quand tu joues en solo, tu gagnes ou tu perds. Là, en équipe, tu ne perds pas, tu ramènes un certain nombre de points. Si tu te prends 20-0, bon, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué comme discours à avoir, même si bah, tu te dis bah, peut-être que les autres ont fait mieux grâce au fait que je me sois sacrifié. Mais si tu gagnes 4 points, c'est très faible, mais c'est pas la même sensation en fait. Tu t'es fait laver, mais tu as quand même participé à l'aventure de l'équipe. C'est ça, exactement. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien ça, ce côté où bah, voilà, on réfléchit à toutes les situations possibles. Et puis bien sûr, vu qu'on n'est pas professionnel, on réfléchit à tout, sauf que personne prend de notes. Et donc arrivé le jour J, ça n'a pas d'intérêt. Mais non, c'est une bonne expérience humaine. Et comme tu le dis, bah, en fait, t'es pas dans ton coin à dire ah merde, bon, bah, c'est perdu, c'est gagné, mais plus qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que les autres ont fait, est-ce que je peux me sacrifier pour que mes alliés gagnent, est-ce que c'est à moi de marquer des points parce que je suis sur un match positif. Et puis quand vous faites votre construction de liste, pareil, est-ce que vous êtes là pour ramener des petites victoires, des grosses victoires. Non, je trouve ça vraiment cool. Et puis, pareil, l'organisation a fait le travail. Hein. Tout était à disposition. On n'avait pas eu, il n'y a pas eu de problème technique ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, top de ce côté-là. C'était très agréable. Tout à fait. C'était très agréable. On peut regarder rapidement hein, sur les matchs qu'on a effectués de notre côté. Nous, notre sort, on était un full death déjà. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Nous, on a fait le choix, on va dire, de cœur, en tant que joueur death, de faire un full death. Donc, on avait un Ossiarch en Nulle Myriade, avec une liste peut-être qui pouvait être un peu vieillissante. Je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas, qui a mal aimé le comment ça s'appelle. Il s'est fait taper sur les doigts, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Qui était du coup composé de Arcane, Amortisant Bone Shaper, avec la clé qui permet donc sur un 3+, de relever encore des points de vie sur des unités, et le trait de commandement qui permet de rajouter 3 à la charge entièrement sur les unités qui sont à 12 pas de lui. Oui, ça débuffe les adversaires. Tu dois faire 3 de plus en charge. Exactement. Et un deuxième Mortisan Bone Shaper avec Orfrost, le premier Mercedes Blizzard. 3 Immortis Guard, 5 Cavalos, 2 Morghast, 6 Necropolis Stalker et 2 autres Morgheist. Il y en a qui sont pour être en FEP et il y en a qui ont une Ward à 5 à portée d'un héros. C'est ça, exactement. En deuxième joueur Death, nous avions un Soul Blight. Donc là, on était content aussi d'avoir un Soul Blight. En Légion de la Nuit, donc cette fois-ci avec Manfred. Joueur de cœur Soul Blight aussi. Exactement. Oui, exactement. Manfred, Belladama, donc qui permet avec son sort de faire les 6 explos entièrement à 24 des unités Summonable Légion de la Nuit, donc c'est une grosse bulle. Et avec son sort qui permet de générer des loups qui peut casser les couilles aux adversaires. Un Vampire Lord à pied qui du coup a pareil l'artefact pour plus de lancement de sort et le trait de commandement Unbinding Will, c'est quoi ça déjà on l'a vu tout à l'heure. Non, c'est pas le même. C'est pas celui qui donne Ward 5 sur. Non, ça c'est en Virkos. Je sais plus. Bon, c'est pas bien grave. Et pour finir, du coup, 20 zombies, 2 fois 10 loups, donc on les a vus, et encore 20 zombies, et 20 Graveguard. Avec cette fois-ci, la particularité, c'est qu'il joue avec un dragon zombie. Donc le dragon zombie peut sembler anecdotique, mais en fait, il est bien manœuvré, il peut vous apporter la létalité, c'est un monstre, donc il peut roar.
ce que peut manquer un peu Soul Blight de temps en temps. Donc vraiment intéressant. Et bien sûr, bah, les 2x20 zombies, on sait ce que ça fait. Ah, et Unbending Wheel, c'est les Summonable entièrement à 12 comptent pour 2 au lieu de 1. 1 sur les objets. Donc une bonne liste contrôle, hein, parce que vos zombies, bah, du coup, comptent pour 40 sur les objets, les loups pour 20. Et les Le dragon Grailguards, zombie, tu peux le mettre aussi en FEP, dans les dans les fosses. tombes. Tout à fait. Ok, donc voilà, une bonne liste Soul Blight qui a quand même bien fonctionné. Et toi, de ton côté, tu avais une belle liste fake. Est-ce que tu peux C'est nous en ça. parler? On m'avait prêté la liste, enfin on m'a prêté l'armée parce que j'ai pas d'armée fake de base. J'avais aussi obtenu des horreurs. Donc c'est une liste qui se base sur les packs d'horreurs. Je pense que c'est plutôt ce qui est stable en ce moment en fake. Donc les horreurs, c'est de l'infanterie monstrueuse qui a 4 PV chacun. Et en fait, pourquoi c'est joué? C'est parce que les horreurs sont peut-être l'unité du jeu. Il doit y avoir 2-3 autres contestants, mais je pense que c'est la meilleure, qui prend le mieux Horfrost du jeu. Parce que c'est une unité qui a donc 4 attaques par tête, qui touche à 4, blesse à 3, et Rennes-1 à portée d'un héros, et dégâts 2, voire dégâts 3 si tu fais un 6. Et donc, du coup, si tu mets Horfrost dessus, donc déjà, tu as des sorts en fake pour rajouter des attaques. Tu peux te rajouter des 3 attaques, ce qui est vraiment très bien. Et en plus de ça, Horfrost, le seul problème, la seule faille de Horfrost, c'est en fonction de ton jet de dés, parfois tu peux être un peu triste. Si tu fais un 1 ou un 2, parce que généralement les gens l'utilisent pour gagner de la perforation d'armure, si tu étais déjà raid -1 et que tu fais 1 ou un 2, bah, du coup ça te change rien et du coup tu es un peu triste. Mais sauf que là, je pense que c'est encore mieux si tu fais 1 ou 2 en termes de statistiques de dégâts, parce que du coup tu passes d'une unité qui a beaucoup de saturation et qui touche à 4 à une unité qui touche à 2, voire à 1, et du coup qui peut s'enlever un malus. Et en fait, du coup, les stats sont complètement démentielles, parce que je joue aussi un Ghoul King sur Dragon Zombie, qui a un sort de War Scroll qui fait une bulle entièrement à 14 ou à 16, je sais plus, relance des jets de blessure. Et donc, du coup, avec, allez, on va dire, une unité de 9 horreurs qui donc a 5 attaques par tête, bah, tu fais un nombre de dégâts phénoménal. Et en fait, c'est un truc qui est increvable, sauf si le mec sait comment jouer contre et focus vraiment les unités d'horreur, parce qu'en fait, les héros fake ont l'aptitude héroïque de faire remonter des horreurs entières en début de phase de héros, et ils ont à leur début de phase de héros. Et également, ils ont sur certains War Scroll des héros qui peuvent refaire cette aptitude. Donc en fait, à ta phase de héros, si tu as les bons héros à porter, tu peux faire 3 fois le jet pour remonter des horreurs. Et donc ça m'est arrivé d'avoir, donc dans mes parties de ce tournoi, d'avoir une horreur qui est restée à 1 PV. C'est mon tour juste après. Le pack est à 9 horreurs juste après, quoi. Et donc c'est très difficile à tomber. Ça fait beaucoup de dégâts. C'est beaucoup de PV. Donc c'est assez stable. C'est juste un peu fragile à la magie. Parce que même si tu as des très bons magiciens avec l'Arche Régent, les 2 Arches Régents que j'ai pris dans ma liste, et donc un Ghoul King sur Dragon Zombies, donc ça fait 5 sorts, potentiellement 6 avec la saison. Contre Seraphon, contre Zinch, etc., tu ne pourras pas placer tes sorts. Ou Korn, par exemple, avec sa Dispel Auto. Et donc, du coup, tout de suite à moins de patates. Mais, défensivement, ça tient malgré tout. Et dans la sous-faction que j'ai prise, du coup, j'ai une action, un ordre de commandement en début de phase de héros, où je prends une unité, et du coup, je lui donne course et charge. Et plus un course, plus j'ai un charge. Et donc, une unité qui a 7 de mouvement de base, parce que c'est très bien de taper très fort, mais en fait, il faut délivrer le dégât, bah en fait, ça lui donne beaucoup de projection, et en fait, ça surprend beaucoup les gens. Parce qu'avec un PC en plus à la phase de mouvement, mes horreurs, qui bougeaient de 17 à la base, à qui je peux mettre un sort, finalement, elles bougent de 17. Et donc là, c'est plus du tout la même chose, quoi. Non, mais c'est vrai. Et attends, elle bouge de 17 et ensuite elle charge à +1. Donc en fait, ça surprend énormément de joueurs, et c'est extrêmement explosif et très résilient, donc c'est super drôle à jouer. Franchement, j'espère que l'ADN restera cool à jouer avec le nouveau BT. BT qui va sortir un jour. On sait pas quand, mais un jour. Hein.
parce que c'est vraiment très très fun à jouer FAQ. J'imagine. Quand toi, tu as construit ta liste pour le tournoi, ton idée, c'était de faire des grosses victoires, des petites victoires, de rien faire, tout faire? Je pense que ça, c'est une réflexion que tu peux avoir vraiment à un certain niveau de jeu. Mhm. Et je ne suis pas à ce niveau de jeu-là. D'accord. Donc, en fait, on a pris une full death parce qu'on avait 3 joueurs death dans l'équipe qu'on avait constitué. Donc ça, c'était un peu par défaut, on va dire. Et j'ai pris vraiment le gameplay qui me plaisait. Il y a eu le Battle Scroll qui a changé une des sous-factions en fake. Et si ce Battle Scroll n'avait pas eu lieu, j'aurais pris une liste complètement différente où j'aurais joué 160 ghouls, un truc comme ça. Donc, non, je sais plus combien, mais vraiment des paquets de ghouls à n'en plus finir. Donc en fait, je pense vraiment jouer ce que vous aimez et ce que vous maîtrisez le truc. Alors attention, il faut que la liste elle ait de la cohérence parce que vous arrivez en tournoi avec des gens qui ont des listes qui ont été réfléchies et ça se voit sur les rosters toutes les listes qu'on a vues. Vraiment, on ne rigolait pas face à ça parce que vraiment on a été impressionné par la qualité des listes. Mais si votre liste a de la cohérence et que vous entrez dessus et que vous savez la maîtriser, vous allez vous en sortir dans tous les cas. Et au mieux, en fait, ce qui va se passer, c'est on va pas vous pairer en disant trop. Ok, alors j'ai calculé que si je fais cet appareillement là, toi on gagne plus de points au global. C'est vraiment bon. Dans quel match-up je peux vous mettre le mieux possible. Et après, ça se joue beaucoup à quel point vous maîtrisez votre liste et votre armée. C'est ça. Oui, après, Donc bon. non, j'ai pas dit je vais jouer plutôt ça parce que je veux être attaquant et on a déjà assez de défenseurs, ce genre de choses. C'était plus je joue ça parce que c'est ce que je trouve le plus fort et ce qui me plaît le plus. Après, à celui qui m'apparaît de s'adapter à ma liste en fait. Ouais, c'est vrai que ce que j'ai trouvé intéressant moi sur ce tournoi, c'est qu'on le voit bien dans pas mal d'équipes, c'est que vu que vous êtes limité en allégeance, et ben beaucoup de joueurs se retrouvent pour le plaisir de jouer des trucs qu'ils n'ont jamais joué parce qu'ils veulent jouer, et donc bricolent un peu avec l'énergie du désespoir. Moi de mon côté, j'ai affronté Mortu and Cinch sur ma première partie et après 3 cornes. Les 3 joueurs cornes que j'ai affrontés, le niveau était à géométrie variable selon l'expérience des joueurs, en plus des listes qui étaient un peu différentes, quoi. C'est vrai. Oui, je pense que vraiment, plus que jouer une faction forte, jouer un truc que vous maîtrisez avant. Ou en tout cas, entraînez-vous sur votre liste parce que c'est plus important, je pense. Exactement. Moi, de mon côté, bah, écoutez, j'ai joué Nighthaunt. Donc, Nighthaunt, je connais pour jouer contre. J'ai un peu joué en V2 avec 2-3 listes du Schnapps. Là, moi, l'idée que je m'étais fait, c'est vu jouer une armée que je maîtrise pas, que je connais pas, je voulais pas rentrer dans quelque chose qui demandait des tricks de jeu importants, qui demandait de la létalité, qui demandait ci, qui demandait ça. Donc, je m'étais dit, je vais faire une liste qui est capable de jouer les tactiques de bataille un maximum. Donc, ma liste ne ressemble entre guillemets à rien. Mais par contre, à la fin de mes 4 matchs, après, sur ma première partie où contre Cinch, c'était très difficile de jouer, car énormément de cheap dégâts que je ne suis pas en capacité de tanker. Et puis le mortel contre les Nighthaunt, ça fait très mal. Voilà, donc qui était l'horreur. Tout le reste, j'ai réussi à faire quasiment toutes mes tactiques de bataille, à en bloquer à mon adversaire et du coup à marquer des points. Vraiment, j'étais content de ça. L'armée est vieillissante, elle a des problèmes d'allégeance, de règles, de trucs comme ça comparé à d'autres armées. Mais je me suis plutôt bien amusé. Je remonterai pas en selle avec, mais en tout cas, voilà, c'est sympa. Donc, moi, il fallait un joueur Nighthaunt. Il fallait un joueur Nighthaunt, c'est ça. Donc, moi, je joue en Emerald Host qui fait qu'en fin de phase de round, vous faites des 3 blessures mortelles à plus ou moins de héros si vous avez bien réussi votre dé. Le souci, c'est que c'est sur du 2+, donc souvent, dans vos relais vos 1, ça ne fait rien. Voilà, c'était pas exceptionnel. Par contre, c'est vrai que contre Korn, c'était sympa parce que sur mes 3 parties contre Korn, j'ai réussi à dézinguer un peu quelques héros ou alors mettre la pression, du moins. Ouais. Je jouais un Night Shroud sur Ethereal Seed, du coup, qui était mon seigneur de guerre, avec le trait de commandement qui dit que quand il subit des dégâts en phase de. En fin de phase de combat, et il va lancer autant de dés que ça va avoir de points de vie, et toutes les unités ennemies à 6 pas de lui, sur un 4+, prennent une blessure mortelle. Donc de base, vous avez 6 points de vie, donc vous faites 3 blessures mortelles. Mais vous avez. Pas si mal, hein, pas si mal, ouais. Mais vous avez la capacité de monter vos points de vie, donc 1 par phase de combat. À chaque fois que vous tuez une unité, donc c'est any autant d'unités que vous voulez, mais c'est qu'un seul. Une figurine.
Oui, une figurine, exactement. Du coup, bon, ça, je trouvais ça intéressant, mais en fait, j'ai pas réussi à tant le charger que ça. Ça a fait quelques blagues dans une partie contre du corne. En fait, techniquement, ça a l'air. Ça a du potentiel, mais en Mais fait, mais en fait, c'est trop compliqué à mettre en place, quoi. ouais, parce que t'as que 5 attaques avec l'épée en 3-3, moins 1-2, donc souvent t'es en 2-2, moins 1-2, mais le souci c'est qu'il faut tuer le truc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs tanky, bon. Voilà, mais bon, c'était marrant, et il avait l'artefact, quand je tuais une figurine en fin de phase de combat, je pouvais une solide D6 points de vie. Ça, c'était sympa, mais c'est D6, donc j'ai roulé pas mal de 1, entre guillemets. Voilà, j'avais un Guardian of Soul, donc avec Midnight Tone pour lancer un sort persistant automatiquement, donc ça permettait d'assurer une tactique de bataille, lancer un sort, c'était très bien. Et le fait d'avoir ton général sur Etheracid qui devait aller au contact, etc., ça te permet aussi de venger ton général juste derrière. Voilà, C'est mais il pas est souvent. jamais mort, donc C'est- entre guillemets, ça ne m'a pas posé de problème. Ou quand il était mort, je m'étais fait table rase, donc il n'y avait rien à venger. Et voilà, j'avais un Dreadblade Arrow, donc qui a la capacité de copier les ordres une fois par round et de téléporter. Donc lui qui me permettait, vu qu'il se téléporte, de faire la tactique des coins, qui est très pratique. Le Krulgas, moins 1 dégâts, je l'avais pris parce que, entre guillemets, il m'a tellement traumatisé pendant tellement d'années que je me suis dit, allez, je vais jouer moi aussi, mais il n'a pas servi des masses, même si ça a permis quand même au pairing de me dire, ah bah tiens, contre ce BT-là, contre ci, contre ça, j'ai un peu moins de difficultés. Donc c'est toujours une bonne pièce. Je trouve qu'il y a moins de dégâts. Il y a beaucoup plus de dégâts 1 maintenant. Ouais, ou de dégâts, blessures mortelles, du coup il peut pas les réduire, quoi. Voilà, ensuite un Spirit Tourment pour relever 3 figurines par phase de combat, c'est toujours pratique, hein. Oui. Ça mange pas de pain. Ce qui m'a surpris, c'est que lui il a avec 3 attaques, parce qu'il allait se battre un peu, mais il est Ren -2, dégâts 2. Ouais, il y a rien demandé à ce Ça mec. n'a aucun sens ce clodo là, mais bon, c'est marrant. Voilà, ensuite j'ai 2 Shengas qui eux me permettaient d'avoir plus un touche en bulle, donc pour fiabiliser le château. 2 fois 10 Grimghast Reaper en UT entre guillemets combattant, même si ça combattait pas très bien. Voilà, j'aurais peut-être dû prendre un pack de 20, mais bon, ça fait des grosses unités à bouger. Bon, voilà, ça se prenait. 3 Spiritos en bodyguard qui ont fait le café. Donc, le pack de 20 n'a pas vraiment d'intérêt, vu que de toute façon, tu es en 200 pauses. Ouais, Autant multiplier tes charges. ouais, c'est ce que je me suis dit. 10 Shen Grasp, eux, ça par contre, je pensais que ça allait être les clodos de la liste, c'était ma pépite. Je sais pas ce qui s'est passé, les save à 5, j'en ai roulé plein. Les ward à 5, j'en ai roulé plein. Ils étaient increvables, ça remontait, je sais pas ce qu'ils avaient, ils étaient en feu. Mais voilà, très très drôle, un petit écran, c'était bien sympa. Et ensuite, 2 fois 10 Aridan, donc pareil, ça c'est de la saturation, ça tape que sur une ligne, donc c'est difficile de les renforcer. Mais c'était, entre guillemets, une unité qui arrivait à bien débuffer les adversaires, c'est assez autonome, franchement c'est une bonne unité pour 150 points. Très très intéressant. Et pour finir, j'ai un Black Coach. Donc là, c'était pour faire la tactique de bataille du coach et la tactique des coins. Parce que tour 1, je pouvais téléporter le coach dans un coin, téléporter le Dreadblade, donc ça me faisait la tactique. J'avais toujours lancé le sort automatiquement, ça m'en faisait 2. Reprendre un objectif avec le coach, honnêtement, on arrive à le faire, hein, c'est faisable. Ça m'en faisait 3. Et ensuite, j'avais plus qu'à bricoler avec sortir du territoire et une charge un héros ou 2 retreats de charge. En Nectone, ça se fait bien. Donc non, vraiment cool. J'ai réussi à mettre mes tactiques, à tout faire. Le Purple Sun, vu que j'ai joué 3 fois contre du Korn, je l'ai lancé dans le vide à chaque fois, c'était très drôle. Surtout que ce qui était très drôle sur ce tournoi, c'est que j'affrontais du joueur Korn qui m'expliquait la liste et qui me disait oui, donc j'ai les crânes, ça avait -2 au lancement de sort. Je m'en fous, j'ai pas de sorcier, quoi. J'ai un sorcier mais qui lance pas de sort, donc ça sert à rien. Et ce qui me faisait rire, c'est que tous mes adversaires Korn les invoquaient et le mettaient dans mon armée. J'avais deux crânes qui étaient là et qui faisaient rien. Alors que normalement, c'est oppressant. Ah ouais, à mort, quand je joue d'autres armées, c'est méga oppressant, mais là, j'en avais rien à foutre. Il me disait, ouais, si tu lances ton Sun, machin, mais t'inquiète, je vais pas le lancer sur toi. Du coup, non, c'était vraiment, vraiment sympa. Et pour finir, j'étais en 13 pauses parce que j'ai pris un Warlord pour avoir un deuxième artefact de plus. La potion, c'était anecdotique, j'aurais pu largement m'en passer et prendre d'autres choses à la place. Et de Vanguard... Il n'y a rien d'autre à prendre, en fait. Ouais, c'est le BT du pauvre, quoi. Et de Vanguard pour avoir des relances de charge. Donc ça, c'était pas mal parce que malgré tout, vous êtes vite consommateur de PC dans le BT sur... t'as besoin d'un PC pour la relance, t'as besoin d'un PC pour la Ward A5, de temps en temps pour les immunes bravoure aussi, et donc d'avoir des relances comme ça à gauche, à droite, c'était pas mal du tout.
Donc voilà, une armée très faible sur le papier, 1930 points, donc j'ai pu deny pas mal de... Tu joues à 1860. Enfin, Ouais, c'est ça. 1930 points, donc j'étais très bas en points, donc j'ai eu toujours mon triomphe au lance-charge. Parce que dedans, t'as le Purple Sun qui Ouais, coûte qui met 80. 80. Que tu ne joues pas, Pas. du coup. C'est ça. Ah ouais, non, c'était très drôle. Non, franchement, j'ai passé un super tournoi, j'ai beaucoup rigolé. Ma première partie, ça a été un peu à déception. J'ai pris un pari, ça paraît pas marché, mais bon, c'est la vie. Mais sinon, ouais, non, j'ai bien rigolé. Nighthawk, ça manque de plein de trucs. Ça manque d'une Ward à 4 contre les blessures mortelles. Ça manque d'action héroïque pour remonter des figues. Mais voilà, c'est marrant. Le Black Coach, 270 points pour ça, c'est une catastrophe, cette unité. Mais vraiment, j'ai joué avec toutes les règles que j'avais. Je me suis bien amusé. J'ai passé de bons moments. Voilà, c'est un BT qui mériterait une armée de renom ou alors un BT V3. Mais voilà, c'était cool. C'était cool. Il est loin le temps où les gens avaient peur de Nighthawk. étaient terrorisés par Nighthawk. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ben voilà, donc petite review de ce tournoi. Moi, je peux que vous encourager si vous avez des amis, vous voulez vous lancer en tournoi individuel, même avec des amis, c'est beaucoup plus simple de discuter avec eux et de s'amuser. En équipe, c'est encore mieux. On manque un peu de tournois en équipe qui ne soient pas ultra compétitifs en France. Du coup, ces petits tournois-là, bah écoutez, sautez dessus. Moi, je vous encourage à y aller, c'est toujours fun. On rencontre des gens, on passe des bons moments. De ton côté, je sais pas si tu as un mot de la fin, quelque chose à dire vis-à-vis de tes fakes ou de l'organisation. Non, merci à l'équipe des WCDPD. C'est toujours un plaisir d'aller en tournée chez eux. Donc c'est basé à Chazé, juste à côté de Lyon. Et c'est une association qui est motivée, qui organise pas mal de choses. Et ils ont des super locaux en plus. Ils ont des bénévoles. Enfin, c'est vraiment un plaisir à chaque fois. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est des tournois qui sont accessibles pour tout le monde. Donc, si vous voyez ça sur T3 et que vous n'êtes pas trop loin, on vous encourage à y aller. C'est des super événements. Tout à fait. Vraiment top. En plus de ça, il y a un peintre pro qui est venu voir les figurines. Moi, j'ai pu montrer mes Nighthawk, leur montrer le détail des OSL et tout. Je n'ai pas gagné le prix de peinture, c'était scandaleux. Félicitations. Pourtant, ils étaient si bien peints. Si bien peints. C'est ça. Donc, voilà. Bah écoutez, sur ce, on va vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée si vous avez vu ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, mettez la petite cloche en bas, le petit like. Bientôt arrivera les subs, vous allez pouvoir supporter la chaîne avec une somme dédiée et vous aurez plein de bonus. C'est encore en réflexion tout ça. Ouais. Pour l'instant, dites des conneries dans les commentaires, ça suffira. C'est ça, exactement. Merci à vous, merci à toi. Merci de m'avoir invité. Et puis, à une prochaine sur notre vidéo. Ciao tout le monde!